Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 38e épisode des Sommeliers de la lutte. C'est Max Perriard qui est en compagnie, du tribal Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? Ah, très bien, très bien. C'est une grosse fin de semaine qu'on vient de vivre, quand même. Beaucoup d'émotions, beaucoup de up, beaucoup de... Non, pas tant de down que ça. J'ai pas dit beaucoup de down, mais pas non. C'était quand même une fin de semaine tout en positivisme grâce à WrestleMania extra large! WrestleMania 40 Nuit 2 sur lequel on va revenir dans cet épisode. En plus de vous parler du Raw aussi, du 8 avril. Le Raw qui a suivi WrestleMania. Le Raw après Mania. Ouais, absolument. Qui fait un peu partie, si on veut, de la carte de WrestleMania au complet. Fait que Ouais, on va en parler tant qu'à être dedans. Et est-ce que ça t'a réconcilié? Parce que là, le dernier épisode, on l'a fait entre les deux. Puis là, t'étais un petit peu fâché de ton bord de la nuit 1. J'étais un peu aigri. J'étais un peu... pas content. J'étais un peu, je veux dire, déçu de la carte. Ça m'a réconcilié avec Paul Levesque. Ça m'a réconcilié avec Monsieur Hunter, Monsieur Préparation Triple H. Je me suis couché dimanche soir assez tard. Je l'écoutais pas en direct complètement. J'étais capable d'avancer les recaps. Je pense qu'on n'a pas besoin d'écouter les recaps. On en a fait nous autres mêmes. Fait qu'on les connaît, les calices d'histoire. Et je me suis couché tard, mais je me suis couché heureux quand même. Ça fait du bien de voir... Cody finir sa calice d'histoire finalement, mais de bien la finir, j'ai trouvé ça que c'était le fun. De toute façon, on va en parler, on va revenir là-dessus. Toi, comment ça s'est passé de ton côté ce dimanche soir? Moi, j'ai bien aimé ça. WrestleMania, je trouvais meilleur que le premier soir. J'ai préféré la deuxième de mon côté. Je pense que c'était voulu aussi je pense que oui. dans l'écriture du booking de Mania. Là. Exact, puis c'est ça, tu sais, pour l'analyse plus détaillée, on y vient dans l'épisode, mais ultimement, meilleur la deuxième soirée que la première. Puis mettons, si on prend les deux soirées ensemble, je dirais pas, là, tu sais, on essaie de un peu le taguer, que c'est le meilleur de tous les temps qu'il y a eu, le 40. Je dirais peut-être pas jusqu'à dire le meilleur de tous les temps, mais c'était un bon. C'était un dans le premier tiers des meilleurs de mon côté. Je vais mettre un astérisque au-dessus de meilleur WrestleMania parce que je pense que c'est le plus quantifiable à savoir quel est le meilleur WrestleMania. Ça a tellement changé, ça a tellement évolué, c'est tellement plus la même chose en 40 ans que je crois que dans les derniers 10 ans, est-ce que c'était le meilleur? Peut-être. Est-ce que dans les derniers 40 ans, c'était le meilleur? Je pense que ça c'est plus tant quantifiable rendu là. Oui, si on les réécoute toutes d'un bout à l'autre, l'émotion qui est transmise, le niveau de lutte, mais rendu là, dire que c'est le meilleur. Peut-être, je sais pas. C'est peut-être la sauce que je dis aussi, mais c'est une pensée que j'ai eue au courant de la journée aujourd'hui en faisant comme c'est-tu le meilleur? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Mais tu vois, moi de mon côté, je pense que j'ai quand même préféré plus le 30, puis j'ai pense aussi préférer le 31. Le 30 et le 31, j'ai trouvé très bon, les deux, de toute la carte au complet. Toute la carte, c'est ça. Puis par la suite, peut-être je mettrais le dernier 10 ans, peut-être le 40 à ce niveau-là. Mais c'était très Member Berry. Puis tu sais, sur la deuxième soirée, on a fait plaisir aux gens nostalgiques. Puis je pense que ça allait le faire aussi. Ben, c'est le 40. C'est le 40, c'est un milestone. Là, oui. C'est toi qui disais ça avant qu'on enregistre, avant qu'on paye supplé, que c'était plus story-driven pour parler en anglais, moins côté lutte, moins des gros matchs. C'est pas un Revolution de la All Elite où c'est lutte. C'est vraiment beaucoup d'histoire. Quand même de la bonne lutte au travers de ça, on se mentira pas. Mais très, très rivé sur des histoires. Et c'est ce qu'on aime quand même, quand il y a des bonnes histoires. Sinon, dans ta vie, de ton côté, Maxime, qu'est-ce qui se passe de bon à part WrestleMania, la lutte et une maison? Ben, c'était quand même beaucoup de choses, mais il y avait l'éclipse. Lundi, que vous avez sûrement entendu parler. Si vous étiez dans le petit bout là, qui passait par le Québec, on était chanceux, on a pu voir ça. Première éclipse que je voyais. Et définitivement, les images ne racontent pas l'histoire de la vivre en vrai. Non, du tout. C'était quand même incroyable et puissant comme phénomène astronomique, là, si on veut. Puis d'ailleurs, je lisais un peu, je pense que c'était Météo Média qui disait ça,
à peu près dans les années 500 avant Jésus-Christ, avant notre ère, il y a des guerres, même une guerre qui s'est terminée à cause d'une éclipse. Parce que ça se battait. Deux armées se battaient dans le coin de la Turquie. Puis là, l'éclipse, il y a eu une éclipse pendant la journée, pendant la bataille. Puis là, tout le monde a fait « Oh, je pense que les dieux sont fâchés. » Puis les deux peuples ont finalement signé un traité de paix parce qu'il y avait trop la chienne des dieux. Puis ils pensaient que c'était un signe des dieux qu'ils voulaient pas qu'ils se battent. Fait que je peux comprendre quand tu connais pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Que quand ça arrive dans le milieu de ta journée... Puis tu vois le soleil avec un gros trou noir dedans, que tu fais, ouais, c'est un peu épeurant. Ce qui est en train de se passer, on devrait peut-être plus se battre. C'est bizarre. Fait que ouais, j'ai trouvé ça quand même impressionnant. Ouais. Ça m'a donné le goût d'en revoir d'autres. Fait qu'on va voir si un jour je me déplacerai, parce que la prochaine qui est supposée être dans le coin du Québec est comme dans un 70-80 ans. Fait que peut-être que essayer de checker pour faire un voyage en même temps que l'éclipse tombe dans un autre pays. Je pense que la prochaine complète est en 2026 en Russie. Fait que, c'est pas en Espagne? Peut-être en Espagne. Sinon, je sais 2026 en Russie que j'ai entendu. Okay. Moi, celle-là, je la skipperais. Je suis pas sûr. Ouais, Russie, assurément pas. Mais souvent, c'est que ça fait toute une barre. Fait que ça se peut qu'elle passe aussi par la Russie. Mais il me semble que j'avais entendu Espagne. Dans les places. Tout est possible. C'est sûr que j'aimerais mieux aller en Espagne qu'en Russie, je te dirais. Là. Ouais. Pour l'éclipse, petite histoire. Moi, je suis un peu. Je suis assez sénile dans la vie. Dans le sens où je m'en calisse un peu de tout, souvent. Ouais. Et l'éclipse m'en contre-calissait. Ouais. Dans le sens où si je suis pas là, je suis pas là. Si je suis là, whatever. Puis j'étais au Ernest, chez Ernest les lundis. Tous les lundis, venez au Ernest sur la place Saint-Hubert si vous êtes à Montréal. À tous les lundis, toujours une très bonne soirée d'humour. Des fois, j'anime, des fois, je suis à la porte. Prenez un guess. Puis j'étais là, je prenais une bière avec un technicien de Ça fait la job, où je travaille présentement, le contrat, j'y reviendrai. Et on a vu que le temps commençait à être comme... Tu sais, comme l'été, quand il y a un gros nuage qui passe, là. Donc, il y a un gros nuage là, de pluie là, juste qui arrive soudainement. On filait comme ça. Comme, on va aller voir dehors. C'était quand même bizarre l'ambiance. Puis, c'est ça. J'ai pas trouvé ça impressionnant jusqu'à temps que l'éclipse soit complète. Puis que je lève les yeux, puis je la regarde sans lunettes, puis je fasse comme ok. On a de quoi. Ouais. C'est le feeling que ça donne. Je sais pas. L'ambiance glauque que je peux comprendre. Les gens aient peur. Des dieux dans le temps qu'on comprenait pas exactement c'était quoi là, genre d'apocalypse qui fait peur. Et je parle de ça fait la job, ça fait 3 semaines que je suis dans les studios, enfermé dans des studios à essayer de faire applaudir des personnes âgées cliniquement mortes. C'est ça ma job depuis un petit bout. Ça se finit là, ça se finit cette semaine. Donc je devrais avoir l'air un peu moins scrap pendant nos enregistrements. Je vais avoir l'air un peu plus en vie moi aussi, comparé pour faire comme un cosplay des gens qui viennent assister au tournage. Fait que juste pour dire que c'est ça fait la job. Si jamais vous êtes au Québec, vous êtes au Canada en fait, c'est à Unitélé si vous voulez regarder ça. Moi, vous me verrez pas là à la télé là. Moi je suis vraiment juste en arrière pour applaudir les gens, mais s'il y a de l'ambiance et il y a des gens qui applaudissent, grâce à moi. Fait que ça à Unitélé à 18h, la saison 6 commence en septembre. Sinon présentement c'est la saison 5 auquel j'ai participé aussi qui joue. Fait que je vous invite à aller voir ça. Fait que tout ça pour une fucking éclipse. Voilà. Yeah! Ben, moi, en tout cas, on a bien aimé ça, l'éclipse. C'est fou. Et du côté du public, on avait quelques personnes durant le questionnaire qui nous ont fait des beaux commentaires. Fait que n'hésitez pas à nous en faire un peu partout. Vous pouvez en faire directement sur YouTube. Si vous nous écoutez à l'audio, vous pouvez aller sur nos plateformes Facebook ou Instagram. Aller faire également des commentaires à ces endroits-là. Et il y avait également une section commentaires directement sur le questionnaire de prédiction, si on veut. Fait que tout d'abord, il y a Patrouilleur Dan qui nous a dit un beau commentaire qui est The best there is, the best there was, the best there ever will be en parlant de notre podcast. Fait qu'un gros merci, Dan. Ensuite, on a eu Doomy Cool Cat, riez pas, c'est le nom. J'ai pas pu qui a fait un beau commentaire qui nous a dit vous êtes mes Canadian Destroyer avec un cœur. Fait que c'est un beau petit commentaire. Puis Phil sinon qui fait ça fait beaucoup de lutte. Et là là-dessus Phil, on est d'accord, on fait beaucoup de lutte la dernière semaine, mais bon, c'est ça, WrestleMania, ça arrive une fois par année. Fait qu'on en profite quand ça passe. Ça fait beaucoup de lutte, mais c'était quand même de la bonne lutte, fait que c'est le fun. On va commencer tout de suite
l'épisode d'aujourd'hui. Avant d'aller avec la première chronique, on va y aller avec le classement. Oh oui! Le classement Yeah, ça, j'aime ça. de prédiction. Donc, on va seulement nommer le podium. Donc, les 3 personnes qui ont réussi à se faufiler en haut. Alors, tout d'abord, en 3e position, on a le sommelier Pierre. C'est toi, ça! C'est moi ça! Yeah! Bravo! 101 points Médaille de bronze. sur une possibilité de 153 points. Fait que t'as bien prédit ta lutte, Pierre. Moi, pour l'info, fini à 89. Fait que pas mal plus bas que toi. Pas mal plus bas que les gens qui ont gagné. Fait que bravo, Pierre, pour ça. En 2e position, on a Top House. Top House qui, je pense, c'est son premier podium. Donc, Son dernier félicitations. aussi. Son dernier, Watch, peut-être. Fait que Top House qui fait une 2e avec quelques points d'avance, 106. La mémoire est bonne. Et vous voyez le tableau présentement. Et finalement, en première position, on a Pierre-Paul. Pierre-Paul, fidèle, Bravo. auditeur, spectateur. Bravo! Et qui était là live. Fait que, Ben, c'est pour ça, là. Fait que c'est ça. Je pense qu'il y avait des inside. Des inside. Il a peut-être été backstage. Michael Cole, il a peut-être donné une feuille qui avait toutes les réponses. Je sais pas. Mais il a fini avec 109 points pour ça. Fait que félicitations, Pierre-Paul. C'était sur une possibilité de combien? 152. 153. Donc, fait que quand même, c'est des beaux résultats. Et on va pour les prochains. Ça, c'est comme un peu la fin d'une année de lutte. Ouais. Fait que pour les prochains, on verra, mais on va essayer de peut-être faire un genre de pool annuel. Fait que d'avoir comme un classement, exact, au partir du prochain, à partir de Backlash, une espèce de classement annuel qui nous amène jusqu'en finale du WrestleMania. Donc, tenez-vous-le pour dit. Il va y avoir un classement cumulatif de tous les pay-per-views. Mais là, on se rodait un peu à part de Rumble jusqu'ici. Fait que, est-ce que ça va être seulement pour les pay-per-views de la WWE? Ben, on va faire 2 ligues. On va faire la Ligue WWE et on va faire la Ligue All Elite Wrestling. J'aime ça. Et la All Elite Wrestling risque de commencer un peu plus tard parce que je pense que leur gros événement va être All In. Fait que la finale sera All In et par la suite, on commencera à All Out le début de la prochaine saison. Fait que donc, la première saison de All Elite va commencer dans quelques mois encore, mais celle de la WWE commencerait sous peu. Fait que restez à l'affût si vous voulez participer à ça. Ça fait tout le temps plaisir. Puis c'est une manière aussi d'avoir un peu le pouls de la communauté, puis de pouvoir discuter avec vous. Et à travers l'épisode, ben, pouvoir vous dire ce qu'on pensait, ce que nos gens pensaient au niveau des pourcentages. Qu'est-ce qu'on pensait qu'elle allait arriver, qu'est-ce qu'on pensait qu'elle allait gagner, puis ça nous permet de voir, c'était-tu prévisible ou c'était pas prévisible ce qui se passait. Ouais. Donc, on va commencer ça tout de suite, cet épisode-là, avec une première chronique Lexix. Yeah. Donc, un classique. Et cette semaine, ma chronique, c'est... Un classique, en tout cas. Un classique, c'est... en fait, c'est beaucoup de mots, mais qui veulent tous dire la même chose. Fait qu'il y a Street Fight, No DQ, No Holds Barred, Unsanctioned Match, Non-Sanctioned Match, Miracle of the 34th Street Fight, Hardcore Match, Death Match, tout ce genre de match-là. Il peut y en avoir beaucoup d'autres sauces. Mais en gros, tous ces matchs-là, c'est plein de mots différents mis dans une genre de gimmick un peu pour parler de matchs sans disqualification. Et ça signifie que les lutteurs ou les lutteuses, ils peuvent utiliser toutes les armes qu'ils veulent, ils peuvent utiliser toutes les tactiques qu'ils veulent. Tout est permis dans ce genre de règles-là. Il n'y a qu'une règle, et c'est qu'il n'y a pas de règle. Wow. Fait que si ça te tente de frapper l'arbitre, t'as le droit. De donner des coups dans le pelvis de tes adversaires, ça fonctionne. Tu peux tout faire dans ce genre de match-là. Tu peux casser des lobes d'oreilles, tu peux... Peux-tu te commander du PFK, genre? Tu peux te commander du PFK, le prendre, le faire manger à ton adversaire jusqu'à temps qu'il tape out. Tout est possible dans ce genre de match. Souvent, c'est le genre de match aussi qui sert... toi, tu es d'accord, mais que lorsque les lutteurs ou les lutteuses vieillissent, donc tombent être en âge ou que peut-être le niveau in-ring est peut-être moins présent, on va utiliser ce genre de stipulation-là pour un peu protéger les plus vieux lutteurs parce que t'as un peu moins besoin de lutter dans ce genre de match-là. C'est plus brawl, c'est plus on reçoit des coups, c'est un peu plus safe. Puis il y a moins de bombes à prendre. Puis surtout si t'es jumelé avec un lutteur un peu plus jeune que lui est capable de bumper, ben toute l'action côté bump peut se faire d'un côté, mais que de l'autre, ben ça paraît quand même. Oh my god, il a sorti une massue. Il va frapper l'autre avec une massue. Donc, si on veut, les armes
augmente la force des lutteurs, ce qui fait que les lutteurs plus âgés, les lutteuses plus âgées, peuvent s'en sortir pas trop mal dans ce genre de match. Ils réussissent à aller chercher un holy shit moment, même si exact. sont moins là qu'au niveau. Exactement. Fait que c'est un peu une manière. Puis aussi, à travers des rivalités, ça peut être un match ou un arrêt à une des rivalités pour amener une intensité à une rivalité entre deux lutteurs. Donc, c'est rare qu'on va commencer avec ce genre de match-là, une rivalité. Mais... Est-ce que tu le sais historiquement pourquoi un triple menace se qualifie comme un ODQ? C'est pas se qualifie, mais plutôt est dans la même branche que ces matchs-là? Historiquement, je sais pas. Je pense que ça a à voir avec un match simple, c'est 1 contre 1, fait qu'il peut pas avoir d'autres interventions. Donc, dès qu'il y a une troisième personne, ça veut dire qu'il y a une intervention qui est possible. Donc, il n'y a pas de disqualification qui peut. Mais dans une... c'est ça, c'est le genre de petite nuance que la lutte a. Et qui a ses propres règles. Notre recherchiste Pierre-Paul qui pourrait là, nous dire ça sûrement dans les commentaires. YouTube, j'imagine, qui pourrait intervenir à ce moment-ci. Là. Exactement. Fait que bref, vous, c'est quoi les matchs qui vous ont marqué au niveau de ce genre de stipulation-là? Moi, je sais que les matchs, les death match, en fait, il y a même un documentaire lors de Dark Side of the Ring qui parle un peu de l'arrivée de ces matchs-là. Ouais. Les death match qui se faisaient au Japon dans ces années-là, tabarouette, moi ça m'a marqué. Puis je les vivais pas live, j'ai juste regardé à travers le documentaire. J'étais comme, tabarouette, mettre de la dynamite dans un lac puis faire sauter ça, c'est quelque chose. et bref, c'est ça. Moi, c'est le genre de match les plus intenses, violents que j'ai vu qui m'a le plus marqué. Toi, de ton bord? Ça va ressembler à ça, moi aussi. Tout ce qui est match de Mick Foley. Au Japon aussi, surtout, puisqu'il a fait un peu par après là, à la WCW, si je me trompe pas, qui était un peu plus. Ou la ECW, il était la ECW, Mick Foley, si je me trompe pas. Ouais, pas mal sûr, oui. Mais avec Cactus Jack. Moi, oui, c'est ça, Cactus Jack. C'est un style de lutte que j'apprécie de plus en plus, ou que je commence à être capable d'apprécier de plus en plus. C'est quelque chose que j'avais le dédain complètement. Là, peu importe, tu sortais un néon, tu sortais des thumbtacks, tu sortais un bout de n'importe quoi qui est un peu plus hardcore. Puis j'étais. Puis on parle pas de hardcore match, on parle de no hold bar, de match sans disqualification. Mais un souvent vient avec l'autre. Mais de match. J'ai pas le souvenir précis d'un match sans disqualification qui m'a marqué. Faudrait que je pense. Je reviendrai avec ça. C'est sûr que le match I Quit match de justement Mick Foley contre The Rock où c'est ouvert la tête complètement. Ça aussi, j'ai vu ce match-là dans un documentaire qui s'appelle Down the Mat ou quelque chose comme ça, qui est sorti comment 98. Un très très bon documentaire aussi. 98 2001. Bref, un autre bon documentaire à aller voir qui parle de la lutte. Et je te confirme que effectivement Mick Foley a bel et bien été à la ECW de 94 à 96 dans son persona, sa gimmick de Cactus Jack. Cactus Jack, cool. Et on va enchaîner avec la prochaine chronique, la chronique Qui le fait mieux, Pierre? Qui le fait mieux à l'image de ce qu'on a vécu lundi. Ouais. En fait, qu'on a vécu samedi, mais que nous, dans le podcast, on a vécu lundi. Mais en fait, on était dimanche qu'on l'a vécu, mais vous le regardez. Peut-être que vous allez le vivre. C'est compliqué le temps. Le temps, là, je suis encore pas capable de m'expliquer comment ça fonctionne, le temps. Ah là là, pour qui le fait mieux cette semaine, les entrées spéciaux, une entrée spéciale, tout ce qui s'est passé pour Mania Soir 2, le dimanche. Ouais. Donc, on a 5 entrées spéciaux. Donc, Drew McIntyre avec les cornemuses, parce qu'il était cassé, fait qu'il fallait des fucking cornemuse. Ouais, ben, tous les messieurs d'épée, au-delà de la cornemuse, il y avait tout. Ben du monde avec des épées. Beaucoup de monde avec des épées. Il y a même fait un petit. Cette valeur que c'était pas un ODQ parce qu'il y avait bien de l'épée. Là. On aurait ça on aurait pu se battre à coups d'épée dans le dos. Ouais. On se serait cru à Bicoline. Avec moins de mousse, je te dirais. Ouais, un petit peu moins de mousse. Fait que, Drew McIntyre avec les cornemuses et les épées, les Claymore. Seth Rollins avec les gens du carnaval. J'ai cru comprendre que c'est un genre de festival qu'il y a à Philadelphie où les gens s'habillent comme ça. C'est ce que les commentaires. Ouais, mais ça ressemblait un peu à Mardi Gras, là, c'est ça. Du New Orleans. Moi, j'ai exactement. trouvé, mais ouais, ça avait l'air d'être un truc à Philadelphie. Ouais.
Logan Paul avec le truck, avec le grosse bouteille de Prime et la mascotte de Prime. On pourrait revenir plus tard de cette mascotte. Bayley en déesse d'Égypte. Ce que les commentateurs disaient, ce que Cole disait, c'est qu'il y a des pyramides dans sa ville, dans la ville où elle a grandi, à San Jose. Donc, puis ça l'a inspiré ça, genre de déesse. Penses-tu que c'est comme des pyramides comme il y a à Québec? Je pense que oui. Pyramide de Sainte-Foy, là? Ouais. Oui, ben, je pense que. Ça doit être ça à San Jose, les pyramides. Ben, je pense que Bayley, elle a été à Québec un moment donné dans le vieux. Puis, t'es comme. C'est fantastique. Sinon, ça, Bayley en déesse d'Égypte, oui. Et Roman avec la chorale et un gros orchestre, le Big Bang. Avec un gros orchestre. Donc, Drew, Seth, Logan Paul, Bayley ou Roman, d'après toi, qui le fait mieux? Qui a eu une entrée spéciale, plus spéciale à ton cœur? Et puis moi, je trouve que t'en as manqué une aussi, là. L'entrée du kart de Kevin Owens? Ben oui, il y avait la KO Mobile. Je sais pas s'il était inspiré par notre analyse du match. On a vu la Paul Lévesque mobile samedi. C'est dans mes notes de callback. On l'a vu. Oui, là, on a eu la KO mobile. Fait que j'ai comme mixé ça. Celle de Randy puis KO avec une KO mobile. Bon, peut-être pas la plus impressionnante, mais c'est quand même un peu différent. Elle m'a fait très rire quand même. Mais je l'ai pas mis là parce que justement, c'était pas grandiose. Moi, c'est le genre de shit qui aurait pu se passer très facilement à Raw, à SmackDown. C'est pour ça que je l'ai pas mis. Je comprends. Dans le questionnaire, moi, je l'ai compté, mais ça changeait rien parce que c'était entre 5 et 6. Fait que ça fait juste monter à 6. Fait que ça changeait pas la bonne réponse. Moi, de toutes ces entrées-là, je vais y aller avec celle de Drew McIntyre. Okay. Moi, je trouvais que ça lookait. Je trouvais que c'était très beau. Avec les cornemuses, puis surtout les épées avec l'espèce de... Tu sais, on se serait cru à l'espèce d'entrée avec les Cena qui font ça. Là, c'était une version de cornemuse et Scottish de tout ça. Fait que plein de gens avec... la jupe de cornemuse et les épées, puis Drew qui rentre. Je trouvais que ça avait l'air badass. Fait que moi, c'est celle que j'ai préférée de mon côté. Toi, de ton bord? De mon bord, ça va être Bayley avec le genre de déesse d'Égypte. J'ai aimé le look, les genres d'ailes de robot, je comprends pas trop de Transformer. Mais je trouvais que ça lui allait bien. Ça lui donnait une genre de prestance, de confiance pour rentrer dans ce match-là. Fait que j'ai bien aimé cette entrée-là de Bayley. Bayley est une de nos préférées, de toute façon, ici au podcast. Fait que peu importe ce qu'elle va faire, on va toujours, ou à peu près, aimer ça. Fait que pour moi, c'est Bayley de mon côté. Pour qui le fait mieux. Laissez-nous savoir, vous, c'était quoi votre entrée préférée. J'imagine que tout le monde, ça a été l'entrée de Kevin Owens. La seule entrée spéciale que j'ai pas mis dans mon qui le fait mieux. Mais si vous avez préféré l'entrée de Logan Paul, peut-être que vous êtes un peu... vous avez pas de goût, je vais dire ça de même. Non, c'est pas vrai. Vous avez aimé ça. Je sais pas, c'est peut-être votre truc, avoir un genre de... Un gros prime. Un gros canon prime qui tire des oui, et puis il y avait c'était peu subtil, mais c'était aligné un peu à sa fourche. Pas loin du pelvis, qui a donné un coup de canon. Fait que... Quand même. Tu penses que c'est quelqu'un qui serait un peu égocentrique comme ça, puis qui ferait des allusions au fait qu'il aime son sexe? Un peu. Moi, je pense que oui. Ça ressemble à ça. Mais bon, je suis un sommelier de la lutte, peut-être pas nécessairement un sommelier de call bizarre. Fait que... Et on va débuter justement ce retour sur la carte de WrestleMania XL Nuit 2, WrestleMania 40. Et ça a bien commencé. Je sais pas pour toi, moi j'ai trouvé que le premier 40 minutes là, de WrestleMania de la deuxième soirée était un des meilleurs débuts de pay-per-view en général que j'ai vu. Fait qu'on a commencé tout d'abord avec la belle prestation au piano de America the Beautiful. Je trouve les deux artistes excellents. Du coffre, de la voix, le piano. Non, c'était une des très belles prestations de tout ça. Je trouve que ça ouvrait bien le spectacle aussi. Fait que c'était bravo aux deux artistes. Par la suite, on a eu le retour package qu'on a toujours en début de pay-per-view. Et Stephanie McMahon qui arrive et qui nous un peu comme l'a fait son mari la veille, nous demande si on est prêt. Puis non, vous l'avez pas dit assez fort. Êtes-vous prêts? Avec là, on prend les bonnes utilisations des humoristes. On vous a pas entendu plus fort. Et exact. Puis tu sais, j'ai trouvé bonne, Steph. C'était cute de la voir. Puis tu sais, de voir un peu le parallèle avec Triple H la veille. On sent vraiment que c'est clairement un changement d'air. On veut mettre notre trace. On pisse dans les quatre coins. Et maintenant, ça nous appartient, cette ère, à Triple H et à Stephanie. Fait que ça a été... ça a ouvert comme ça.
Et on est enchaîné justement avec le match qui était mon match à moi préféré de cette carte-là, qui était Seth Rollins contre Drew McIntyre. Fait que je vais vous faire une analyse un peu plus longue, là, comme je le fais chaque épisode. Fait que tout d'abord, les entrées, on en a parlé, mais celle de Seth Rollins avec les dizaines, pas loin d'une centaine de personnes qui étaient habillées en carnaval. J'ai compté, puis il y avait plus de gens qui ont travaillé pour l'entrée de Seth Rollins que de jobbers qui n'ont pas travaillé à WrestleMania. Fait que ça donnait de la job à des gens, mais qui sont pas lutteurs. Fait que on salue les Chad Gable, Ricochet, tout ça, qui n'ont pas pu faire partie de la carte, mais que d'autres gens qui étaient déguisés avec des costumes festifs ont pu. Fait que on a enchaîné avec l'entrée de Drew McIntyre. Moi, je trouvais que ça lookait. Vous voyez les photos là en ce moment. C'était super beau. Ouais. Ça mettait bien la table aussi. À partir avec 2 belles entrées qui sont spéciales. Je trouve que ça donne un peu de cachet à celui de là. Et là, le son de la cloche sonne. Et là, qu'est-ce qui arrive pas? Un Claymore. Claymore en partant. En partant, Drew McIntyre perd pas de temps. Boom, Claymore. Ça va pour le pin. Je suis comme, on va survivre à un Bryan Danielson, un Daniel Bryan 2.0. Ouais. 1, 2, et non. Un kick-out. Claymore aussi, c'est quand même un finisher qui est protégé. Somme toute. C'est un peu l'habitude ou ce qu'on va nous montrer ce soir, c'est les finishers. C'est pas tout garanti. C'est pas tout dans la poche. Exact. Ben, je te dirais même, surtout dans ce match-là, on va y revenir, mais le premier 2 minutes va résumer bien le match. Fait qu'on enchaîne. Là, il capote, il voit commencer le kick-out, il se remet dans le coin, essaie d'en faire un deuxième, mais là, Rollins, pas fou, se roule vers l'extérieur. Et on sent Rollins, t'en as parlé hier, dans son match face à Reign et à The Rock, il s'est blessé au genou et c'est ce qu'on nous vend. Il est affecté par le match de la veille. Fait que le sort du ring, Drew se met à le frapper, à prendre le contrôle si on veut, à le blesser un peu plus. Et là, Drew, tellement confiant qu'il décide d'aller voir sa copine, qui est ringside, qui est aux abords du ring, prend son téléphone et se met à texter, à faire un tweet, un X, je sais pas comment ça s'appelle maintenant, avec ce nom-là, mais il nous écrit que, vous voyez à l'écran, il est bored at work, fait qu'il s'ennuie au travail, lol, fait qu'il a publié pendant son match. Ensuite, Drew continue, parce que là, on est toujours à l'extérieur, fait que là, on passe devant la table des commentateurs, et qui qu'il y a pas à la table des commentateurs, il y a CM Punk, qui est au commentaire pour ce match-là, fait que, tu sens que Drew, il le regarde, il dit, check bien ça, je vais faire mon Future Shock DDT direct devant toi, s'installe pour le faire, mais là, et là, ça va revenir quelques fois dans le match. À chaque fois que Drew est déconcentré par CM Punk, c'est une manière de changer le momentum du match. Donc, Rollins en profite, se défait de la prise, le met lui-même dans un pedigree, fait un pedigree à l'extérieur à Drew McIntyre. Fait que là, un deuxième finisher déjà, dans le premier 2 minutes. Cette fois-ci, le finisher de Triple H. Mais lorsqu'il atterrit, il se fait mal au genou dans la manœuvre. Il a un genou déjà fragile, se blesse un peu plus. On sait, le pedigree est un mouvement où tu as besoin d'avoir des 2 genoux très solides. Très solides. Sinon des bonnes chances que ça n'ait pas le même impact. Ouais, exactement. Lors de l'atterrissage. Je veux souligner le Future Shock DDT que Drew a essayé de faire sur Seth parce que c'est ce qui a blessé CM Punk pendant le Rumble. C'est cette move-là, c'est pour ça le petit nargué un peu. Là. Ouais, voilà. Fait qu'on il prend tout ça. Fait un curb stomp. Seth Rollins fait un curb stomp en revenant dans le ring. Mais il avait un peu pris des autres. Je sais pas trop pourquoi, mais ça n'a pas le même impact. Fait que compte le ton quand même. 1, 2 et non. Et là, en dedans de 2 minutes, on a eu un finisher, le Claymore. 3 finishers. Le Claymore, le curb stomp et le pedigree qui ont été kick-out. Et ça va bien mettre la table sur le reste de ce match-là. Qui va être, que je vais appeler le finisher kick-out party. Parce que du finisher, ça s'est kick-out pendant ce match-là. L'histoire a été très bien résumée dans ces premiers 2 minutes-là. Fait que on réapprend que Seth est blessé au genou. On réapprend l'histoire entre Drew et CM Punk, comme tu as mentionné, qui a blessé Punk, pourquoi Punk est là. Et on réapprend également que Drew, il veut vraiment gagner, qui est un peu fâché, mais qui est également confiant dans cette situation-là. Fait que le personnage un peu réel de Drew, tout ça a été bien installé. Tout est sur la table.
Tout est là, tout est installé, tout est mis, les jeux sont faits, on peut continuer, on peut avancer. On peut continuer, vous allez voir, ça va revenir souvent, cette espèce de dynamique-là, dans ce match-là. Fait que les deux se relèvent, se mettent à se donner des coups de poing, chacun de leur côté. On se donne des coups de poing, on se donne des coups de poing. Et c'est Drew qui finit par gagner cet échange-là en faisant un neckbreaker pour terminer. Il tombe à terre, qu'est-ce qu'il fait pas? Il fait mon rêve, il fait un K-pop de Drew. Un beau K-pop, un des beaux K-pop, Drew, j'aime bien, parce qu'il est tellement grand. C'est ça, il est grand, il est grand, puis il le fait bien, en tout cas. Moi, je trouve ça impressionnant quand il le fait. Ensuite, il va dans un coin, il fait un call pour faire un autre Claymore. Fait que là, il part son décompte. 3, 2, 1, il part pour le faire, mais là, il est attrapé par Seth Rollins en powerbomb. Donc, encore une fois, c'est le spring dans les jambes, le fait qu'il est capable de sauter aussi haut, Drew, puis atterrir dans le powerbomb. C'était super bien fait. Fait que, boom, Rollins y fait le powerbomb. Il suit ça, il enchaîne tout de suite avec un pedigree, avec un deuxième pedigree. Suivi d'un deuxième curb stomp. Là, on est à 2 minutes et demie, 3 minutes du match. On vient d'enchaîner 2 autres finishers. Fait que là, j'étais comme, ça va se terminer. Elle se peut pas continuer, là. Clairement, avec la blessure au genou, c'est ce qu'on veut vendre. C'est que Seth doit gagner rapidement parce qu'il n'aura pas pour longtemps. Fait qu'il fait des moves, tente le pin après le curb stomp. 1, 2, et non, un kick-out. Et là, tu sens que ça va être un long match. Parce que là, il y a du kick-out. Il y a bien du kick-out sur des finishers. Mais bon, Rollins, il se décourage pas. C'est WrestleMania. Il sait que statistiquement, ça kick-out plus souvent de finisher à WrestleMania. Je sais pas si c'est l'air ambiant. Parce que WrestleMania, c'est dans un stade ouvert. Peut-être que l'air fait que ça aide aussi. Ça rentre dans les poumons. Ça donne un peu plus d'énergie, un peu plus de force pour kicker out de finisher. C'est quoi, toi, ta théorie pour toi? Mais c'est sûr que le kick-out de finisher de WrestleMania, moi, je pense que ma théorie, c'est peut-être l'ambiance. Il y a tout le temps beaucoup plus de monde. Ouais. Je pense que peut-être qu'il y a un petit kick d'adrénaline oui, de plus qui rentre. Mais il faut se souvenir dans une histoire logique de match de cette écriture-là, de la façon qui a été montée. On est en début de match aussi, faut pas l'oublier. Oui. Quand un finisher est bien appliqué à un certain point dans le match, ou à un certain moment dans le match, quand l'adversaire est plus fatigué, là, je pense que le finisher peut être vraiment avoir l'impact complet, le plein potentiel du finisher. C'est sûr qu'avec des... c'est ce qui est dangereux, c'est que Rollins s'est battu la veille. Fait que lui, la tank est un peu plus basse. La tank d'énergie, la tank à gaz est plus vide. Drew, il est frais et dispo. Je pense qu'il est capable de manger autant de finisher, il est capable de kick-out très tôt dans le match. Il n'a pas encore été épuisé, il n'a pas encore été fatigué, c'est des athlètes. Fait que je pense qu'il faut juste creuser un peu plus dans sa tank à énergie pour vraiment être capable de l'écraser. T'sais. J'adore ta description, ton analyse. Je t'engagerais pour mettre à la table des commentateurs pour le pay-per-view à Backlash, pour être la table des francophones. Parce que c'était une excellente explication pour nous montrer pourquoi il en reste encore du juste pour ça qu'il kick-out comme ça. Par la suite, Rollins ne se décourage pas. Fait que il tente de faire une espèce de super stomp. Puis là, il est comme, je vais all-in. Je monte sa troisième, un genou pété. Je me fais un curb stomp de là. C'est lance, vous voyez l'image, c'est super beau. Mais McIntyre évite, c'est raté. Et lui, il enchaîne avec une tentative de Claymore. Il fait un autre Claymore, mais c'est raté aussi. Fait que là, au moins, je pense que si ça atterrissait, ces deux mouvements-là, c'était terminé pour un ou l'autre. Mais les deux ont réussi à éviter ça. Mais Rollins, il a mal au genou. Fait que là, Drew, il en profite, il pogne, puis là, il fait son Future Shock DDT. Tente le pin. 1, 2, non, kick out. On se souviendra que le Future Shock DDT, dans mon début de carrière, c'était le finisher de Drew McIntyre. Ça ne l'est plus maintenant. Depuis qu'il y a plus de muscles, je crois qu'il y a moins d'impact. Quand il était plus fin, il était plus mou. Je sais pas. Peut-être qu'il pouvait se rendre plus loin avec ses bras pour le tenir. Est-ce que tu connais la petite histoire du curb stomp du Claymore? Non, go, raconte-moi donc ça. En fait, vite fait, le Claymore est né par accident. En fait, il voulait faire un big boot et il a glissé. Et il est tombé sur le dos, puis tout le monde a fait comme tabarnak, ça look. Ça look. Puis il a gardé ça dans son arsenal. Il a bien fait. Et là, c'est ça. Après ce kick-out-là, la foule en revient pas. Il se met à crier des This is awesome. On en a pour notre argent. Il y a du finisher au pied carré. Le rythme là est bon là, ça roule. Là, le rythme est très bon. Fait que là, Drew, il se dit, surtout que ça commence avec un finisher en partant où, tu sais, ça te réveille, là, tu sais, moi. Le premier match, t'es comme, ça va-tu finir comme ça? Fait que là, Drew, il se dit que lui aussi, il doit faire les finishers. Puis là, il a essayé les siens, ceux du passé, ceux du présent. Fait qu'il se dit, je vais essayer ceux des autres
pour gagner. Fait qu'il se met à regarder Punk. Ouais. Là, il dit, gars, check ça, m'allez faire le GTS. Et là, Punk, qui en regardant ça, il est un commentateur, puis il dit, selon moi, il call qu'il va aller endormir la foule avec son match. C'est quand même super drôle. Fait qu'il prend Rollins sur ses épaules. Il essaie d'y faire, mais lorsqu'il le lance, c'est contré en petit paquet, parce qu'il est pas habitué de le faire, le GTS, lui, Drew McIntyre. Fait que c'est contré, tente le pin en petit paquet de Rollins. 1, 2, et non! Drew réussit à kick out, il se relève, et là, tout de suite, il surprend Rollins avec un deuxième Claymore réussi. Enchaîne tout de suite avec le pin. 1, 2, et non! Lui aussi, ça fait qu'il... Deuxième fois qu'on kick out du Claymore. On n'a aucun respect pour le finisher du Claymore. Mais bon, on s'en va, on retourne à l'extérieur. Et là, t'as Drew qui regarde vers Punk, qui enlève la table. Tu dis que c'est à la table des commentateurs. Il veut faire un powerbomb à Rollins. Ça m'a insulté. C'est le premier match, puis vous venez déjà tout défaire la table des commentateurs. Ils vont faire quoi, eux autres, pour le reste du match? Je sais pas, c'est leur lieu de travail, ça. T'aimerais-tu ça? On arrive chez vous, puis là, sur ton bureau, on pitch tous tes papiers, puis... non, j'aimerais pas ça. Surtout pas en début de podcast comme ça. Non, c'est plate, là. Fait que ça veut faire un powerbomb. Fait que là, il pogne, il s'en va pour le lancer, mais là, Rollins, il donne des coups de poing pendant qu'il se fait lancer, ce qui fait que il a pas toute la force, fait qu'il dépose plutôt qu'il pitch sur la table. Rollins a réussi à s'en sortir, se relève, fait un super beau super kick dans la face de Drew. Il suit ça, il s'en va sur l'autre table, il se donne un élan, un troisième curb stomp, mais cette fois-ci sur la table des commentateurs. Ça fait plus mal qu'un ring, ça. Mais il est à l'extérieur, il atterrit, il est à terre. Fait que là, il faut qu'on le ramène dans le ring, là, Drew. Oui. Fait que là, il se dépêche, il relève Drew, il la ramène dans le ring. Il se retourne, il a mal au genou, c'est sûr. Il retourne dans le ring, et par le temps qu'il retourne dans le ring, c'est à ce moment-là que lui, Drew, il a repris ses esprits, puis il fait un troisième Claymore sur Rollins. Fait que là, on est rendu à 3 curb stomp, 3 Claymore, 2 pedigree, une tentative de GTS. Il y en a, là, du finisher qui ont été appliqués. Ouais. Essaie d'aller faire encore un pin. 1, 2, non, pas encore assez. Là, Drew, il est fâché du booking. Hein? Vous voyez l'image? Il est vraiment fâché, lui aussi, du booking qui est mis. Qu'est-ce que ça va me prendre? Vas-tu m'en faire un autre? Fait qu'il tente un 4e Claymore. Il y a 4 Claymore. Pour pas croire, ça marchera pas. Il part, il fait un 4e Claymore. Tente encore une fois le pin. 1, 2... et 3. Bon. Enfin, Drew McIntyre gagne la ceinture. Une victoire quand même émotive. Mais tu sais, tout a tourné autour de finisher, ce match-là. Mais puis c'était beau, moi, j'ai suivi l'histoire de Drew avec l'époque. Ma blonde aussi, elle l'a suivi. Les larmes étaient aux yeux. J'avais des petites larmes de voir Drew enfin réaliser un pin et à recevoir un peu l'amour du public. Ou devant les gens cette fois-ci, pas devant un Thunderdome vide, devant des écrans de gens qui dorment. C'était même pas le Thunderdome quand il l'a fait. Avant, c'est vrai, c'était dans au PC, au Performance Center vide, avec la grosse ventilateur au plafond. Ouais. Fait que bref, il est émotif, Drew est émotif. Rollins également, regarde Drew. Rollins, tu le sens, émotif. Genre de mix de j'ai perdu ma ceinture, mais je pense que lui aussi, il trouve que le moment il est beau, qu'enfin Drew peut avoir son moment. J'ai essayé de lire sur les lèvres qu'est-ce qu'il se disait. Rollins semblait dire You effing earn it. Non, you earn it. You effing earn it. Et quitte comme ça. Et là, évidemment, bon, on a la séparation de Drew. Drew va voir sa copine, est content, passe devant la table du commentateur et va baver CM Punk qui est encore là. Et là, t'es comme, là, Drew, là, t'as gagné. T'as pas besoin de comme, prendre la tête de CM Punk, la mettre dans son pipi comme on fait. Comme qu'il faut pas faire à des chiens. Même des chiens, il faut pas leur faire ça. Là, il le fait à CM Punk comme ça. Il ose même y faire un socket. Et là, c'est la goutte de trop. CM Punk, il le prend pas. Il l'attaque. Il pitch à terre, sa table. Enlève une espèce... Je dirais c'est une attelle. Une attelle. Un genre d'attelle robotique. Pas dire. La met sur son autre bras. Il fait une corde à linge comme ça. Commence à lui donner des coups de pied. Il est fâché, CM Punk. Il le prend pas. C'était son rêve de faire Mania, de gagner une ceinture à WrestleMania. Là, il est pas capable de le réaliser. L'autre, quelqu'un le réalise. Puis là, qu'est-ce qu'on n'entend pas? On entend la toune de Damien Priest. Qui a accès à un Money in the Bank. Qui se met à courir, qui arrive, donne un coup de valise dans la face de Drew en passant. Et là, t'as Punk qui est un peu content, amusé de toute cette situation. Il décide qu'il cache son Money in the Bank, ramène Drew sur le ring.
On sonne la cloche. On fait un super haut chokeslam à Damien Priest avec un atterrissage un peu ses fesses. Tente le pin. 1, 2, 3 en 9 secondes. Drew perd sa ceinture. Il a été surpris. Il s'est fait un peu avant affaiblir par un CM Punk blessé. Et là, Priest, il est content, évidemment. Hein? Il est nouveau champion. Il va sur la rampe retrouver ses amis de Judgment Day qui sont contents également. Punk, lui, trouve ça drôle. Il est en indien. Il applaudit. Drew sur le ring. Il est triste. Judgment Day est content. Et c'est ce qui termine le premier 40 minutes de ce WrestleMania que j'ai trouvé très rythmé, que j'ai trouvé hyper efficace dans ce qu'il faisait. Encore une fois, un peu comme la veille, puis je pense que ça va revenir tout le long de ce WrestleMania-là. C'est pas la lutte in-ring qui est tant mis de l'avant que l'histoire qui est racontée. Et c'était encore une fois un match où l'histoire a été bien racontée. Autant l'histoire du match que l'histoire après le match, que l'histoire autour du match. Tout fonctionne. T'sais. Et qu'à plein de moments, tu sais pas ça s'en va vers où. Tu sais pas, tu sais, à tous les moments, c'est comme la construction de ce qui vient se passer pourrait être le finish. Non, il y a un kick-out. Non, il y a un kick-out. Non, il y a un kick-out. Fait que t'as pas le choix d'être investi dans ce match-là parce qu'il y a trop de choses qui arrivent et chaque mouvement est un potentiel pin victorieux. Donc, fait que bien commencé ça. Moi, j'ai bien aimé ce match-là. Je pense que c'est le match du week-end. J'ai inclus également le match de Priest dans ce même match-là, ce grand segment-là. Fait qu'avec les entrées le fun, avec le cash-in de Money in the Bank. Le beau cash-in. Si vous étiez là, hein, je sais que Pierre-Paul était là, vous nous direz comment vous l'avez vécu sur place. Mais je suis convaincu que ça l'a bien starté, bien débuté, ce WrestleMania-là. Fait que, dites-nous là en commentaire comment vous avez trouvé ça, vous, toute cette séquence d'événements. Et on enchaîne avec le deuxième match qui est une pub, un genre de pub. C'est très différent. C'est un match qui est un Philadelphia Street match qui, quel adon, fit exactement dans la chronique Lexix de cette semaine, qui est dans les mêmes styles de match, là, qui est non... sans sanction, sans sanction, exactement. C'est The Pride, donc Bobby Lashley avec The Street Profits contre le Testament final de Final Testament, donc Akam Razor avec Karrion Kross. C'était. On a Snoop Dogg qui arrive. C'est vrai, Snoop Dogg, j'ai oublié, monsieur Snoop Dogg qui vient dire qu'il est complètement batté. Puis on a également une arbitre spéciale qui est annoncée avant le match. Absolument, c'est Bubba Ray Dudley qui est là, qui arrive. En fait, qui arrive avant même la première entrée de tout. Au début, avant que The Pride et le Testament final arrivent, c'est Bubba Ray. Gros pop, les gens sont contents de le voir. Il y a de la heureux d'être là. J'ai jamais vu un arbitre être aussi over. Ça va pas très bon sens. Vraiment, pis ça va faire quelque chose comme 10 ans, mais même 12 ans qu'on l'a pas vu nécessairement à la WWE. Donc, Bubba Ray qui est là comme arbitre parce que on est à Philadelphie. Philadelphie, c'est la maison de la ECW. Bubba Ray qui est un élève de Paul Heyman qui a grandi avec lui, avec la ECW. Donc, moi, ça part tout ça là, d'une feud qui était que moi je mettrais dans le tiers C, le C-tier, quelque chose qui existe, qu'on a vu, que si vous écoutez tous les épisodes de Raw ou SmackDown, je pense qu'ils sont. Bref, si vous écoutez, vous prenez le temps de tout écouter les épisodes télé, vous allez voir, vous connaissez la feud. C'est deux clans qui s'aiment pas. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir plus d'histoire que ça. Qui se sont mutuellement coûtés les matchs de qualification pour être dans le match de ceinture par équipe. Fait que là, ils se sont dit, tant qu'à saillir, mais ça partait même plus loin que ça, là. C'est ça. Ils saillissaient même avant ça ou ils s'envoyaient des flèches avant ça, là. Peut-être, mais là, mettons l'histoire récente. L'histoire récente, ça, voilà. Fait que le match est quand même le fun dans le sens où c'est un Philadelphia Street match. Fait qu'il y a des tables, il y a des poubelles. Tu sais, dans le questionnaire, justement, il y avait une question là, qui demandait quelle arme allait être utilisée. Je pense que le seul qui était dans ton questionnaire qui n'a pas été utilisé, c'était l'extincteur à fumée et les thumbtacks, donc les punaises. Ouais. En fait, les échelles aussi n'ont pas été utilisées. Il n'y a pas eu d'échelle. Pas eu d'échelle, mais tout le reste, les poubelles ont été utilisées, les candlesticks, les chaises, les tables. Mais c'est sûr qu'il allait avoir des tables parce que Bubba Ray Dudley était là comme arbitre. Il a même on ne savait pas qu'on avait répondu à la question. On ne savait pas exactement, mais quand on l'a vu arriver, on s'en doutait qu'il allait avoir des tables. Puis il y a même eu le spot,
Le spot classique où on appelle à tout le monde de crier vite, allez chercher les tables. Il y a quelqu'un qui s'est fait défoncer dans la table. Moi, j'ai trouvé ça que. J'ai trouvé le match. J'ai pas beaucoup de mémoire, puis c'était pas mémorable dans ma mémoire. On a un peu squashé Karrion Kross, et j'ai l'impression que c'est une genre de vitrine, encore une fois, pour Montez Ford, qui, je crois, va devenir une grosse vedette en simple éventuellement. Il y a eu des gros coups de kendo stick. Donc, oui, c'est vrai. Oui, et comme je pense qu'il y a un moment donné, ça faisait mal. Il a complètement déconcrissé, je vais le dire de même en bon français, son kendo stick. Il y en avait plus, là. Il y avait juste la poignée à un moment donné, puis il était même content de montrer ça à tout le monde. Checkez, j'ai juste la poignée de mon kendo stick. Fait que moi, mais c'était dangereux. C'était des bouts de bois qui revolaient partout. C'est The Pride qui gagne assez facilement, je vais dire, là, même s'il y a eu quand même quelques gros beatdowns avec des kendo sticks. C'est pas. C'est le match le plus faible, d'après moi, de la carte au complet, mais souvent, dans des WrestleMania comme ça, le spot numéro 2, donc le deuxième match, est souvent le moment le plus faible de la carte. Puis à partir de là, on peut builder, on peut monter en qualité de lutte, en qualité d'histoire. Il fallait que cette feud-là se termine, c'est terminé. Je pense que ça a rappelé une belle nostalgie avec les spots de table avec Bubba Ray. Puis, on a eu et tout les deux dames qui accompagnaient les messieurs. Ah oui, un beau spot, oui, Scarlett et B-Fab qui ont fait un genre de spot. Une espèce de Russian leg sweep vers table à l'extérieur. Un beau spot quand même. Ouais, puis aussi le spot de Montez Ford qui passe par-dessus le coin du ring vers l'extérieur et qui spitch sur les deux messieurs de Authors of Pain et qui, mettons, au niveau kayfabe, c'est ce qui a enlevé les Authors of Pain du match. T'as raison, c'est vrai. Ils restent morts tout le reste du match pendant que Karrion Kross se fait défoncer péter dans le ring. Fait que je trouvais que ça n'en prenait pas beaucoup pour laisser à terre deux Authors of Pain. Mais bon, c'est le booking qui a été fait. Et au final, il y a eu un immense frog splash sur une table de Montez Ford. Une table qui a cassé pour la première fois. Ah, ça c'était drôle, ça. Avant qu'elle soit reprise. Des pros, ils sont repris, ils ont été chercher une autre table, puis ils l'ont refait. Puis M. Dudley, effectivement, il a un peu intervenu dans le match en tant qu'arbitre. Ah ouais? Il a comme. Il a mis ses lunettes. Il voyait pas rien. Il voyait rien. Il a mis ses lunettes. Puis là, après, il a comme incité ou montré à faire le WhatsApp au gars de Street Profit. On va voir si c'est peut-être un mouvement qu'ils vont reprendre, l'équipe. Des fois, tu vois ça, des espèces de passages de passation de mouvement. Fait que. Qui sait? On va voir. Puis par la suite, lorsque le pin est fait, l'arbitre a célébré avec les gagnants. Ce qui n'était pas très. Il était pas impartial. Il était pas très impartial, mais gars, c'était ça. C'était pour le fun de faire ça. Un petit match, somme toute, pas trop long. Le match a duré 8 minutes et demie. J'ai bien aimé. Et au niveau du... ouais, c'est ça. Pour ce que c'était bien. Puis au niveau de la prédiction, il y a 59% des gens qui avaient prédit l'équipe gagnante, Bobby Lashley et Street Profit. C'est un peu dommage tout de même pour Final Testament, mais surtout Karrion Kross, règle générale, qui, on dirait, pas capable de s'installer au niveau supérieur. On dirait qu'il manque quelque chose à ce lutteur-là, puis je sais pas c'est quoi. Aux questions, au niveau booking, ça se pourrait-tu qu'on le descend le plus bas possible dans la cave pour justement le rebâtir puis le faire revenir encore plus fort pour qu'il y ait un grudge, pour qu'il y ait une histoire, pour qu'il y ait un backstory de faire comme je suis descendu tellement bas, maintenant je vais me remonter. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire avec lui. Mais peut-être, mais en même temps, on dirait que je me sens pas attaché à lui. Puis ouais. Je suis comme... Tu sais, je sens pas d'empathie de la foule, de faire on veut absolument que lui soit poussé. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Que mettons, tu ressens plus pour Gable ou tu ressens plus pour d'autres lutteurs qui sont dans le low card aussi puis qui perdent beaucoup de matchs, mais que tu sens un peu plus de sympathie avec leur situation. Fait que je sais pas. Va falloir qu'Aaron Cross trouve un peu la magie qu'il y avait dans le temps d'NXT parce qu'en ce moment, il l'a pas. Ouais. Et rapidement, parce qu'on n'est pas revenu, mais pour le match d'avant entre Rollins et Drew McIntyre, il y avait tout de même 82% des gens qui avaient dit Drew McIntyre. Fait que ça sentait la fin pour un Rollins fatigué, je pense qu'on le verra pas pour une couple de mois. Je pense qu'il va être prendre une bonne vacance bien méritée. Il va aller reposer son petit corps meurtri par les heures de voyagement et de lutte. Fait que, et Punk n'a pas eu d'impact durant le match.
Non. Mais a eu un impact après le match. Après. Il n'a pas eu durant le match et seulement 23% des gens l'avaient. Et là, 0% avaient que le match allait durer moins de 18 minutes. Oh, Tout le monde pensait que ça allait durer plus que 18 minutes. Shit. Donc, peut-être petite surprise de ce côté-là. Ça a quand même été un match relativement expéditif. Je pense que la grosse portion du match a été prise pour les entrées qui ont duré quand même longtemps. Mais le match en tant que tel, seulement 10 minutes, 30. Donc, petite surprise de ce côté-là. Cool. Fait que ça fait le tour de ces deux matchs-là. Fait qu'on enchaîne avec le prochain qui est LA le combat des deux lettres. LA Ouais. Knight contre AJ Styles. Un match qui était quand même efficace. Ben, j'ai aimé ça. Moi, j'ai aimé ça aussi quand même. Bon, évidemment, j'ai moins aimé la grosse pub de Slim Jim. Surtout avec le orange. Ah, comment? Du monde ça qui brise sont un peu. contents Tu sais, c'est manger orange des sur frites. vert. Tout est vert dans le truc. Là, c'est orange. Fait que ça, je trouvais ça... En fait, j'aimerais que la WWE fasse un peu comme elle a fait avec Prime, c'est-à-dire d'un peu intégrer les logos dans les couleurs. Parce que là, puis ils l'ont fait quand même bien, ou c'était peut-être juste les logos qui étaient de couleurs plus normales des autres. Mais là, le gros orange à travers tous les trucs verts, je trouvais que ça gâchait un peu le look de tout ça. Fait que dans les images, je trouvais ça un peu bizarre, mais gars, c'est de la pub, c'est de la pub. Fait que, ouais, un espèce de combat qui a quand même réussi à sortir un bon match avec. C'est ça, c'était une histoire qui se voulait dite personnelle, mais bon, on y croyait moyen pour ma part. Mais au niveau in-ring, tabarouette AJ Styles, il est excellent in-ring. Puis, oui, on oublie qu'il est le meilleur au monde, puis c'est pas pour rien, là. Puis LA Knight a très bien suivi. Entre autres, un espèce de. Tu sais, le mouvement où. Qui réussit pas toujours, mais que ce coup-là, il a réussi, où il monte d'à terre sur les deux pieds de la troisième pour faire un espèce de gros souplex. Et là, AJ en a mis un peu plus que ce que le client demandait. Il a fait une demi-rotation de plus pour atterrir de l'autre côté. C'était super beau, ce mouvement-là, cet enchaînement-là. Bravo. Vous voyez, on le voit de deux angles différents. Une où on voit plus Slim Jim, puis l'autre on voit plus la belle couleur. Ils nous ont pas donné d'argent à Slim Jim, là. C'est vraiment. Non, ça vraiment donne pas, qu'ils sont Chris. dans toutes les calices de shots. Là. Ouais, on attaquait le genou pas mal de LA Knight. On vendait un peu le genou. LA a même enlevé le tapis protecteur à un moment du match pour tenter de faire un peu plus mal. Malheureusement, c'est lui qui s'est fait faire plus mal Backdrop, par AJ. Concret. Et il y a eu également un superbe espèce de 450 d'AJ qui atterrit sur les genoux de LA Knight, mais ça, encore une fois, c'était très bien exécuté. Et AJ qui... Tu sais, il est quand même rendu vieux, là, AJ, pour exécuter des mouvements comme ça, très athlétiques, vraiment bravo. Mais ça m'a rappelé à quel point il était bon. Ben, c'est ça, c'est des moves qu'il faisait souvent à TNA, qu'il faisait dans presque tous ses matchs à la TNA. Quand il est arrivé à la WWE, il a comme changé un peu son moveset, où il était plus un peu plus strong style, un peu plus teinté sur ce qu'il faisait à la New Japan vers la fin de sa run à la New Japan. Donc, il était plus, c'est ça, basé sur un style plus rough, plus tough, donc moins high-flying, parce que être high-flyer, c'est plus dur sur le corps. Donc, lui, il voulait aller à la WWE, avoir un plus gros chèque, mais avoir moins rough sur son corps. Il allait lutter plus souvent à la WWE, mais si il continuait à lutter dans le style de lutte qu'il a toujours fait, il n'aurait pas été capable de suivre. Il serait déjà à la retraite parce qu'il serait complètement pété. Fait qu'il a fallu qu'il change son style de lutte. Il est capable de donner ce genre de match-là où il va faire quelque chose de plus high-flying, de plus impressionnant, mais il va le sortir 3 fois par année au lieu de le sortir 350 fois par année. Donc, quand il le fait, on reste toujours bête, puis on oublie à quel point Callis il a du contrôle. Il contrôle les mouvements, il contrôle le ring, il contrôle tout ce qui est fait. Tout est bien calculé, tout est bien fait. Son genre de saut par-dessus la troisième en dehors du ring, en genre de backflip. Ricochet le fait mieux que lui maintenant, mais c'est un move qu'il a tout le temps fait très très bien aussi. Fait que chapeau à un match dont je m'attendais à rien finalement. Un beau petit match, j'ai vraiment aimé. LA Knight qui prend la victoire sur AJ, donc c'est, j'imagine, LA Knight qui va avoir la possibilité de garder les deux lettres. Je sais pas avoir. C'est lui qui peut. Et qu'AJ va devoir y aller de son vrai nom, qui, je crois, c'est Alain Jacques. Alain Jacques, c'est ça. Fait que ça retourne avec Alain Jacques style. Au niveau des prédictions, c'est quand même 76% des gens avaient LA Knight, donc c'était bien réussi, bien prévisible, très prévisible. Il n'y a pas eu d'intervention dans le match. Non. Et le match a duré moins de 15 minutes. Encore une fois,
pas beaucoup de longs matchs en général au courant de ces deux soirées-là. Ce qui est bizarre, pas bizarre, parce qu'il est différent d'un WrestleMania plus classique. Là. Exact. Fait que seulement 12 minutes 25 à peu près pour ce match-là. Et on enchaîne avec le Hall of Fame qui était... c'est à ce moment-là qu'on a fait une petite présentation. Ça va être bref. Mais ultimement, on a présenté pour le soir-là. Fait que les gens, c'est une des questions dans le questionnaire. Quel des deux soirs ça allait être présenté? Et c'était le soir numéro 2. Donc, au niveau des réponses, c'est 29% des gens qui avaient mis seulement le soir du dimanche. Et ouais, c'est ça, une présentation un peu classique. Moi, j'ai particulièrement aimé Bull Nakano qui arrive avec des nunchakus, qui se met à faire des nunchakus pendant... C'est pas vrai, cette madame-là, elle la connaissait peu, évidemment, c'était avant que je commence à écouter la lutte, mais je pense que ça aurait été une demi-lutteuse que j'aurais bien aimé si j'avais été dans les années 80, parce qu'elle est excellente. Elle me veut, pour une madame de cet âge, là, faire ce qu'elle faisait, c'était très bon. Et il y a ma Paul Heyman qui arrive. Et qui, non, c'est toi qui as remarqué ça? Ouais, et tout le monde était comme, ok, toute la gang, tu sais, tu vois la régisseur de plateau qui est là, ou la régisseur de plateau. Ok, là, à la pratique générale, ok, tout le monde est arrivé, vous placez sur votre étoile. Là, la caméra va arriver en avant de vous, puis on veut voir votre bag, on veut comprendre que vous avez été intronisé au Hall of Fame. Fait que là, vous montrez votre bag, il faut être fier, un beau sourire, vous êtes content d'être là. Puis ça se passe très bien. Bull Nakano avec ses nunchakus, puis t'as la femme de Mohamed Ali qui est là, qui est contente. Puis là, ça arrive à Paul Heyman qui est là avec la ceinture de Roman Reigns, les bras un peu croisés. Puis il regarde pas la caméra, il reste stoïque, il montre même pas sa bague, il s'en contre-calisse d'être là. Puis ça m'a fait beaucoup rire. No Cell, complètement le Hall of Fame. C'est parfait. C'était parfait. C'était parfait. Ouais. Puis j'ai bien aimé aussi qu'il y ait la ceinture, parce que moi j'ai toujours trouvé que Paul Heyman, le personnage, était attiré, que le personnage est souvent attiré par la ceinture. Ouais. Et que lorsque c'est ses lutteurs qui gagnent, il aime bien avoir la ceinture collée contre lui, toujours à la transporter. Ça fait partie de son personnage, un peu comme si c'était lui le champion, mais qu'il n'avait pas les capacités physiques pour être un champion de lutte. Donc, sa manière d'être champion, c'est de se trouver une marionnette. Et moi, le fait qu'il rentre avec la ceinture comme si c'était lui le champion, c'est quand même un petit clin d'œil que j'ai bien aimé au personnage qui est Paul Heyman. Absolument. Fait que c'est ça. Ensuite, on enchaîne avec le prochain match qui était le titre US. Et là, ça aussi, moi j'ai bien aimé ce match-là. Oui. C'était un bon match. C'est sûr que ça a l'air que l'entrée de Kevin Owens était là, révolutionnaire comme entrée, puis moi je l'ai pas inclus dans mon qui le fait mieux, mais ça m'a fait beaucoup rire. Non, mais, on niaise, là, mais ça m'a fait quand même beaucoup rire, là, le petit clin d'œil au Paul Levesque mobile, c'est le KO mobile, puis il est retourné en arrière chercher Randy Orton, puis ils sont descendus. Randy qui était comme wow, tu vas vite, ça m'a fait beaucoup rire. La chimie entre Kevin Owens et Randy Orton est excellente. Les deux gars ont l'air d'avoir du fun. Et moi, avant que le match commence, moi, j'avais peur pour la vie de Logan Paul. Parce que je me dis, Logan Paul qui est dans un ring de lutte avec des deux gars qui ont quelque chose comme 20 ans et plus d'expérience. Puis c'est déjà des gars qui sont un peu old school. Que si t'es un jeune lutteur, ils vont être un peu plus stiff. Ça va être très stiff pour comme tu vas manger ton pain sec, ton pain gris parce que Chris, on va te montrer c'est quoi la lutte. Finalement, ils ont été très clean, les gars, ils ont été très respectueux. Je pense qu'il y a un certain respect, peut-être pas de la personne, mais un respect de ce qu'il accomplit quand même dans un ring de lutte. On reviendra, mais je pense que Randy a été moins clean cependant avec la personne qui a été revenue dans ce match-là. Et tabarnak, hein! Lui, ça a moins bien été. Je pense ça a moins bien été. On a senti un Randy Orton faire hop là, tout mon jeune. Le petit cul qui a du fun dans la mascotte, là. Ouais. Chris, viens ici, mon chum, m'a décalissé. On y reviendra, mais avant de se rendre là, dans le match, c'est ça, une chimie très le fun entre Kyo et Randy qui sont mis en équipe, littéralement en équipe, pour essayer de. Ça m'a fait penser au booking du match qu'on a analysé à la New Japan de Will Ospreay avec Finlay. Oui, puis, c'est vrai. Où les deux se mettent en équipe contre Finlay. Ça ressemblait beaucoup à un booking comme ça où les deux on décide qu'on fait une trêve en début de match pour s'attaquer à Logan Paul. Et Logan Paul, qui, même si on aime le détester, pas le choix de donner, il vendait bien. Il vend très bien. À travers tout ça. Il avait l'air, il avait l'air d'avoir mal, puis moi ça me faisait plaisir qu'il avait l'air d'avoir mal.
Fait qu'il y avait la bonne énergie, la bonne intensité pour vendre ça. Pour le rendre, tu sais, en un genre de comédie, que ça soit drôle, qu'on s'acharne sur lui. C'est ça, c'était comme le spot comédie de la soirée, puis ça fitait super bien dans ce genre de match-là. Tu sais, Kevin Owens et Randy Orton un moment donné, je pense que c'est Kevin qui pousse, non, c'est Kevin qui pousse Randy, puis Randy est un peu en calice, puis Kevin était comme, ben, pas de ma faute, c'est lui qui m'a poussé dans toi, puis Randy est comme... Ah, c'est lui qui t'a poussé dans moi. Ok, c'est correct. Puis là, on continue comme ce genre de spot-là qui me fait beaucoup rire. D'un moment donné, Randy qui essaye de faire un RKO à Kevin Owens. Puis là, ben, Kevin est comme, voyons, qu'est-ce que t'as pris? Puis là, ben, Randy est comme, ben, c'est un match. On va se battre un manier contre l'autre. Puis là, on est comme, ben, on le fait-tu là? On le fait-tu là? C'est là qu'on le fait? C'est là qu'on se bat? C'est là qu'on se bat contre l'autre? Ok. Puis là, ça commence à se battre un contre l'autre. Ce genre de spot-là, comme, t'enlèves une couche. Une couche pas de vérité, mais une couche de kayfabe, des fois un peu trop, que les gens prennent un peu trop au sérieux. Puis ça donne ce genre de spot-là que moi je trouve parfait. Puis ça a sa place dans un show de lutte. Tout le temps, ça serait pas le fun, mais d'avoir de temps en temps ce genre de petit dosage-là. Je le prendrais très bien. Dans un WrestleMania où tout le monde kick out des finishers de tout le monde, Callis qui est dans celle-là aussi, tout le monde a kick out de tout. Kevin Owens qui kick out d'un RKO. Moi, ça, c'est le truc qui m'a le plus surpris de tout parce que RKO, c'est très protégé. Puis, on est dans un match à 3, fait que c'est facile d'avoir quelqu'un qui vient intervenir. Le troisième qui vient donner un coup. Et là, je sais pas si c'était peut-être une mauvaise communication, mais il y a eu... je sais pas si c'était ça qui était supposé arriver, mais là, non, RKO a dû kicker out. Ouais. Et il y a eu j'ai senti un petit côté genre... Oh! Tu sais, ça n'avait pas comme l'importance que ça l'aurait dû avoir. Ouais, c'est ça. D'un kick-out, d'un RKO. Mais plus tard, moi, de mon côté, j'avais l'impression que peut-être que Logan était supposé venir arriver, puis il est pas arrivé. Fait qu'il a dû avoir un kick-out à ce moment-là. Si c'est ça, ils sont très bien rattrapés parce que plus tard dans le match, c'est Randy qui a kick-out d'un stunner. Fait que c'est comme s'ils sont rachetés. Si c'était vraiment une faute, les gars sont intelligents. Ils ont comme balancé tout ça parce que Randy a kick-out d'un stunner. Fait que j'ai trouvé ça très intéressant. Randy qui kick-out aussi du point américain. Personne n'avait encore kick-out du punch du point américain. Ben, surtout, c'est ça. Même règle générale, lorsque quelqu'un a un point américain, c'est rare qu'il y ait un kick-out qui suit ça. Et ça l'a kick-out. J'ai bien aimé aussi le genre de mouvement en duo que Kevin Owens fait le Codebreaker et atterrit sur Logan Paul et fait le Codebreaker à Randy Orton. C'est un mouvement qui était bien dans le match, qui était quand même créatif, si on veut. Ouais, puis un triple menace, je trouve que les trois étaient pas mal toujours là. Des fois, des triples menaces, il y en a un qui s'en va. C'est les deux qui se battent. Il intervient, un autre qui s'en va. Ça devient tout le temps comme plein de petits matchs en simple, un contre l'autre. Mais les trois lutteurs étaient quand même pas mal toujours inclus dans tous les spots. Fait que je trouvais ça le fun, que ce soit comme un vrai triple menace où les trois sont impliqués. Pour arriver finalement au spot qui a fait mal, je crois. À Speed. Speed! Ben c'est ça, moi j'étais comme, je vais tout savoir c'est qui. Parce que moi, c'est ça, on est sur YouTube, fait que c'est comme un peu nos collègues YouTubers, mais c'est vrai, je connais pas beaucoup. Je suis comme, peut-être Mr. B, je le connaîtrais, PewDiePie, je le connaîtrais, mais le Speed, je le connaissais pas. Fait que c'est une autre personne qui... c'est comme la gimmick de la bouteille Prime, c'est tout le temps un ami de Logan Paul qui joue la bouteille Prime. Et là, c'était Speed. Et là, Speed était motivé et je sais pas trop. Il s'est mis un peu à japper devant Randy Orton. Simonac. Et là, Randy Orton, il a pas aimé ça. Il a pas aimé ça, je pense. Il a fait, pourquoi tu me jappes après à 2 pouces de ma face? Moi, je vais te montrer c'est quoi de la lutte. Et qui lui fait un kick dans le ventre, mais... Il là que c'était stiff. Et là, la bouteille revole loin. Il enlève son costume de bouteille, mais comme pas de façon comme genre il tire dessus, sans calice, ben raide. Il le pogne, il le met sur la table. Et là, juste avant de faire le RKO, je crois qu'il lui a fait, il lui jappe lui-même dans la face. On dit, ah ouais, tu me fais chier, t'in. Et il fait son... je pense que c'est le RKO qu'il a fait sur la table. Oui, puis quand même très bien vendu de la part de quoi, bien vendu. Il a peut-être pas le choix, il devait être en souffrance, là, mais non, c'est ça, ça m'a fait un peu rire quand même de voir un Randy Orton qui ne se sentait pas content. Et règle générale, le high flying de ce match-là était très bon. On a Logan Paul, qui clairement c'est une de ses forces. Puis Kevin Owens aussi, que les backflips, les swantons, c'était très bien. C'était des beaux mouvements qui ont été faits à plein de moments. Fait que un match bien rythmé à 3.
Mais oui, beaucoup d'RKO, encore une fois, beaucoup de finishers qui ont été kick-out. Et un peu surpris de la victoire de Logan Paul, moi, de mon côté. Moi, c'est ça que j'avais prédit, mais quand même déçu. Comme j'aurais aimé ça que Kevin Owens gagne le championnat américain et qu'on retrouve les deux gars la semaine prochaine à Raw. Avec des ceintures. Mais non, c'est pas ça qu'on nous raconte finalement. Puis c'est bien correct. Ouais. C'est bien correct. Ben oui, c'est bien correct. Et on enchaîne par la suite avec le prochain match qui est le match féminin de la carte Io Sky contre Bayley. Donc, Io qui n'avait pas nécessairement d'entrée spéciale, c'était très normal. Bayley qui avait son entrée spéciale en pharaon. Pharaon. Ouais. Et une Bayley qui était très over. Hein, par la foule, là, on sentait que les gens étaient de son côté, voulaient qu'elle gagne. On entendait le chant Oh, Bayley, who wanna be my girl. Fait que, on l'entendait à plusieurs reprises. C'était pas mal là tout le long du match, je dirais. Là, que... Ouais, vraiment. Puis on attaquait la jambe du côté de Io Sky rapidement dans le match de la part de Bayley. Hein, il faisait entre des prises de submission dans des câbles, tout ça. Et tout le long, Bayley, je trouve un peu comme Sami Zayn, une qui vend bien tout le long. Vraiment. Donc, gardait la jambe en boitant pratiquement à chaque moment. On sentait que la jambe était vraiment affectée pour vrai. Il n'y a pas de moment que j'ai senti tant que ça que dans le fond, c'était du sel. C'est comme si c'était réel ce qui se passait. Fait que bravo Bayley sur ça. À quelques moments du match, ça a eu un impact. On a eu des beaux spots aussi d'high flying de la part d'Io Sky. Très, très bien fait. Une backflip vers l'extérieur qui se fait attraper par Bayley. Des dropkicks, des missile dropkicks sur le ring. Donc, on a peut-être mieux vendu son côté high flying que je trouve que durant le règne n'a pas été tant que ça mis de l'avant. Le Genius of the Sky qui n'était pas mis de l'avant de ce côté-là. Exact. Fait qu'au moins dans ce match-là, ça a été mis. Un peu plus de l'avant. Des belles souplexes aussi un peu partout, mais beaucoup surtout de mouvements dans les airs. Bayley qui nous vendait l'histoire du genou, de la jambe blessée et qui l'a maintenu. Fait que, a fait un elbow drop à la Macho Man, son héros, son lutteur préféré. Et pour terminer avec... on a fait des Bayley to Bayley également pour nous rappeler un peu l'histoire de son personnage. Et finalement, nous fait son nouveau finisher que j'ai oublié le nom. Tu sais quoi le nom de ton finisher? J'ai pas le nom. Puis moi, genre de face première dans le sol. Là. Ouais, super bien vendu par exemple de la part d'Io qui est d'ailleurs, une des deux fois où on a tenté ce mouvement-là, on a eu un superbe mouvement de Io qui dans le fond fait un espèce de atterrir sur les mains et retourne sur les jambes. Pour faire comme si elle n'avait pas été affectée par ce mouvement-là. C'était fluide. Ça, c'était super beau et fluide. Puis c'était justement le genre de truc qu'on voyait pas beaucoup. Il y avait une espèce de double hook levé en chandelle avec la tête en bas, un peu un genre de tombstone, mais que Io Sky a effectué sur Bayley, ça aussi. J'étais comme impressionné parce qu'elle était quand même petite, Io. Puis Bayley, c'est pas la plus petite non plus. Mais elle est capable de la mettre en chandelle comme ça sans qu'elle tombe direct tête première. C'était quand même bien. Oui. Fait que, non, somme toute, beaucoup de beaux mouvements, beaucoup de mouvements qui ont été impressionnants. Ouais. Et à la fin, Bayley qui remporte finalement la ceinture. Et un beau pop, j'étais content pour elle. La crowd était contente aussi. Elle avait l'air très émue, très, très heureuse que ça se passe. Puis mon cœur était rempli de joie pour elle. Bayley qui travaille toujours très très bien. Je pense qu'il travaille mieux avec une lutteuse plus petite qu'elle. Je serais curieuse d'avoir par exemple dans un match exemple contre Jade Cargill ou quelqu'un d'un peu plus green où elle contrôle, où Bayley doit contrôler le match, mais avec quelqu'un d'un peu plus gros, un peu plus imposant qu'elle. Je serais curieux de voir la dynamique que ça pourrait donner de la part de Bayley qui, je suis certain, serait capable de sortir un très bon match de Jade Cargill. Je suis certain. Mais gros pop. Puis bien content du résultat. Genre de voir maintenant quel genre de règne ça va donner maintenant avec une babyface un peu badass comme ça. Des fois, c'est des règnes qui tombent un peu à plat, mais reste à voir quel travail va être capable de donner avec la ceinture. Ouais, puis si on compare, si on veut, les deux matchs féminins en 1 contre 1, j'ai un petit peu plus préféré celui de Becky et de Rhea, mais les deux étaient très bons. Ouais. J'ai un peu plus préféré celui de Rhea et Becky, mais ça n'enlève rien à ce match-là. Il était quand même des matchs bon niveau. Très bâtis différemment. Fait que t'es rendu là. C'est une question de préférence. On pourrait comparer n'importe quel match avec n'importe quel match, mais tu sais, moi je pense que j'ai plus aimé celui de Bayley. Je sais pas.
Ok. Je sais pas pourquoi, c'est encore là. Ma mémoire faible, peut-être, me fait oublier des spots dans l'autre match de la soirée 1. Bref, pour moi, c'était ça. Ouais. Ben, Ben, puis au niveau du questionnaire, ben, Ouais. 94% avait Bailey. Fait que, quand Wow. même, c'était très Wow. prévisible de ce côté-là. Bravo. Par tomber. Pas eu d'intervention, ça, c'était moins prévisible Ouais. parce que plusieurs s'attendaient à ce que Damage Control ait peut-être un impact quelconque sur le match à un moment. J'ai l'impression qu'on n'a pas voulu le faire vu que ça aurait peut-être été un peu trop similaire au match qui va Ça sent bien. suivre. Ouais, Donc, oui, il y a eu d'accord. beaucoup d'interventions, fait qu'on a décidé d'enlever l'entièreté de Damage Control, qu'il était même pas aux abords du ring. On a laissé Io y aller toute seule. Mhm. Au niveau de la logique du clan, ça fonctionnait pas, mais je comprends d'avoir fait ce mouvement-là pour le bien de la carte Est-ce en que général. c'est à ce moment-là, avec ce qu'on dit là, est-ce que c'est la fin de Damage Control? Ben, si c'est pas la fin, c'est pas loin d'être la fin. Là. D'après Ouais. moi, il en reste peut-être. Ça va se terminer peut-être dans le rematch à Backlash. Peut-être. Entre les deux. Ouais, peut-être. À voir, mais j'ai l'impression que Bailey tient quand même beaucoup à Damage Control. Ouais, Lors de la conférence de presse après le pay-per-view, elle a pris le temps des féliciter puis elle a dit qu'elle était contente que Damage Control ait au final été dans deux matchs et réussi à être dans 2 matchs. Ouais. Même si dans les 2 cas, ils ont été perdantes. Au moins, toutes les filles ont pu être sur la carte de Mania, ce que des gens comme Ricochet ou d'autres personnes sur la carte qui n'ont pas réussi à se tailler une place une fois. Absolument. Son clan en entier a pu y Absolument. être. Donc, c'était aussi un peu une manière de Dakota Kai qui s'était blessé l'an dernier. Peut-être qu'il y avait des plans un peu plus gros de ce côté-là qui n'avaient pas pu. Puis finalement, ben, là, cette année, elle a pu vivre un WrestleMania dans un match. Donc c'est ça, pour ce match-là. Et ça nous amène finalement au dernier match de la carte, au main event, au dernier match de tout ce WrestleMania X-Large sur 2 soirs. Et c'est l'histoire qu'on nous raconte depuis longtemps, celle de Cody Rhodes et Roman Reigns. Et c'était bon, ça, j'ai bien aimé. Ouais. C'était très bon. Les entrées, hein, on a Cody qui est rentré avec une espèce de masque de son tatou. Ouais. Squelette masque, je sais pas si ça va être utilisé. Pas l'impression. Ça me faisait penser un peu aussi à Triple H, qui avait un peu aussi un genre de masque comme ça, de son logo. Mais oui. Fait que, il y avait Brandy également qui l'accompagnait sur la rampe, a laissé son mari poursuivre son chemin. Et c'était un match de Bloodline, l'entrée de Roman avec la chorale, c'était très bien aussi. Très bien fait. Et un match, comparativement à la veille, où j'ai trouvé très lent dans le départ, je trouvais ce match-là plus rythmé, plus bon au niveau in-ring. Oui. On a également sorti des vieux mouvements de Roman Reigns qu'on Oui. avait comme oublié qu'il faisait. Entre autres, l'espèce de. Quand il court vers l'extérieur puis qu'il fait un dropkick sur le bord du ring. C'est un mouvement qu'avant il faisait dans tous ses matchs. Ouais, mais tu sais, avant il le faisait toujours dans tous ses matchs. Mais là, on a comme oublié que ça existait. Fait que quand il l'a ressorti, ça a comme été surprenant, si on veut. Vu que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas ressorti ce mouvement-là. Beaucoup de flashbacks dans ce match-là, en général. La première moitié. Mais un moment donné, même, j'ai fait comme. Ben, ils vont-tu pas utiliser la stipulation du Bloodline? Parce qu'il y a eu comme ça a pris du temps avant que quelqu'un arrive. 10 minutes, d'après moi, là, où vraiment c'était juste la lutte, où ça y allait par là, des grosses moves, puis c'était un bon match de lutte. C'était fun à regarder, quand même. Je pense que pour l'explication de tout ça, si j'avais été au niveau du booking, j'aurais peut-être mis l'emphase sur le fait que, justement, peut-être dans une vignette avant, quoi qu'il n'y a pas eu tant de vignettes coulisses là, dans ce pay-per-view-là en général, mais peut-être en début de match, un espèce de genre de caucus entre Paul Heyman et Roman Reigns, où Roman Reigns dit justement « Hey, j'ai pas besoin d'aide. Puis si tu sens que j'ai besoin d'aide à un moment donné, call la shot. » Et que là, tout le long du match, on aurait pu avoir un Paul Heyman sur le qui-vive de son téléphone à le tenir, puis à faire comme « Ok, parfait. » Puis que lorsqu'il commence à caller le monde, tu vois dans le background Paul Heyman appeler, puis caller les gens qui arrivent. Je pense que ça aurait pu être expliqué de cette manière-là. On l'a pas fait, puis ça aurait ajouté un peu plus à l'histoire. Mais au final, c'est pas bien grave. Là. C'est du détail. Là, Absolument. Je sais pas si c'est vrai, mais ça aurait l'air que c'est Bobby Roode qui aurait produit ce match-là, qui aurait géré ou qui aurait. Est-ce qu'il était le producer? J'ai dit produit, qui était le producer ou l'agent sur ce match-là. Celui qui book, si on veut. Qui s'assure qu'il n'y a pas de répétition avec d'autres matchs ou rien de problème de booking.
Tout ça pour dire que une bonne première moitié de lutte, et c'est là que la marde frappe le ventilateur et que toutes les interventions, c'est Jimmy qui commence. Je pense que je sais pas dans quel contexte, je me souviens plus dans quel contexte, sûrement Cody commençait à avoir un peu le dessus. Roman, quand on a senti que ça chauffait, a fait lui-même le premier low blow. Oui, c'est C'était comme le premier coup illégal, si on veut, du match. Illégal, mais légal dans un Bloodline Rules. Et là, par la suite, c'est ça. Ça s'est donné des coups sur la table des commentateurs, défoncer des tables, tout ça. Et là, Jimmy est arrivé lorsque Cody avait l'avantage. Allait faire un troisième crossroad. Et là, Jimmy arrive faire un super kick. Fait que, il s'est revenu à quelques reprises. M'en va pour faire mon troisième crossroad. Quelque chose arrive. Fait que lorsque Jimmy fait ce super kick-là, qui arrive pas, c'est Yeet. C'est Yeet. Il arrive, il est comme, toi mon frère, on n'a pas eu un bon match la veille, je suis fâché, on va avoir un gros spot à soir, fait qu'on va se battre sa rampe et un spear vers l'extérieur qui atterrit sur des tables. Un gros spot. Mais bon, c'était. J'aurais préféré qu'il fasse un bon match la veille plutôt que faire un gros spot le lendemain. Mais. Mais ça n'a pas été le choix choisi. Par la suite, on revient dans le ring. Après cette intervention-là, tu sens que Rain reprend le dessus un peu. Donc, poursuit le match, fait des spears, fait un spear. J'aimais ça, là, une fois après ce moment-là, on était à l'extérieur et pour reprendre le contrôle, Cody a lui-même fait un spear sur la barricade à l'extérieur vers Roman Reigns, un mouvement que Reigns fait souvent. Par la suite, revient dans le ring, fait un premier crossroad, un deuxième crossroad, et là, qui arrive pas? Le gars qui donne des likes. Le gars qui donne des likes dans la gorge. Boum! Donne un like dans la gorge. Ça rappelle l'histoire de l'an dernier. C'est exactement comme ça que ça s'était terminé. Absolument. Le match de l'an dernier. Donc, évidemment, les gens sont pas contents. Un beatdown sur Cody. Et là, très surpris parce que il y a kick-out de finisher, là, Cody, à ce moment-là. Kick-out du finisher de solo. Rain fait le pin. Kick-out. Relève, fait un espèce d'un autre like dans la gorge en même temps qu'un spear, avec un double finisher. Oui, c'était beau ça. Kick out encore. Fait que là, tu sentais que Cody, l'énergie du public était de son bord. Fait que il pouvait kicker out de tout ce soir-là. Superman. Et c'est à ce moment qu'on entend l'equalizer de solo, qui est John Cena qui arrive. Et là, quand même gros pop, grosse surprise, là, j'étais content. Et moi, on était rendu tard, mais un peu plus tard, et ma conjointe, avec bébé, tu sais, elle a construit des fémurs, là, en ce moment. Fait que, des fémurs puis des pelvis. Fait qu'elle est un peu plus fatiguée lorsqu'elle arrive à une certaine heure. Fait que là, elle s'est endormie, rendue à ce moment-là. Mais quand on a entendu le elle s'est réveillée comme par magie. Ça l'a ramené, Estique. C'est drôle, ça. À K-pop, Estique, elle-même. À K-pop. Elle puis le bébé ont K-pop ensemble. On K-pop ensemble. Et là, elle était réveillée pour la fin du match. C'est drôle. Fait que là, elle était réveillée pour tout le reste du match. Fait que là, c'est ça. John Cena arrive, fait c'est le début de la fin du match aussi, là, après ça. Là, là, ça s'enchaîne. Mais là, j'ai moins aimé que Cena s'attaque à Reign en tant que tel. Je pense que j'aurais gardé Reign un peu. Je l'aurais isolé. Dans sa bulle plus. Ben, pour que, tu sais, les interventions restent entre les interventions, mais que ceux qui sont du bord de Cody frappent Cody, mais ceux qui sont du bord de Cody viennent pas frapper Roman pour que laisser un peu le pouvoir du fait que c'est lui qui l'a piné pour vrai. Mais bon, on n'a pas fait ça. John Cena est venu faire un AA à Roman Reigns. Le gars qu'on ne peut pas voir est là. Qui, de l'autre côté, va venir égaliser l'homme qu'on ne peut pas voir? Ben, c'est l'homme qui est électrifié. Le gars qui nous fait sentir des choses depuis 20 ans. Ben oui. Qu'on ne peut pas sentir. Bref, c'est The Rock qui arrive. Belle shot de caméra. T'as Cena qui est comme dos à l'entrée. Puis on voit l'entrée. On voit Rock en arrière. Puis Cena qui est comme... qui joue très bien. On a le face-à-face dans le ring. On regarde la foule. Le monde capote. Et le classique, on se tourne d'un côté, toi tu tournes la tête de l'autre, on se tourne la tête de l'autre côté, toi tu tournes la tête de l'autre, le Rock Hogan move. Là. Ouais, et là, Cena il dit tu peux pas me voir, mais finalement, The Rock il pouvait le voir. Il fait un rock bottom parce qu'il le voyait. Un beau rock bottom. C'est un The Rock puissant, et là, il était fâché. Il dit let's go Roman, va piner. Cody, là, qui arrive pas? Eux autres, ils arrivent. Mais c'est pas eux autres, mais c'est cette chanson-là qui part. Sierra Hotel.
Honnêtement, là, il m'a amené parce que c'était long, là, avant qu'il se passe de quoi. Puis là, la tune de Shield, puis là, je suis comme, Chris, c'est-tu Dean Ambrose qui est là, tabarnak? Ben oui, il y a eu un moment où je me demandais ça aussi. Parce que j'étais comme, tabarouette, c'était intense. C'était long avant qu'on voit Rollins arriver. Je pense que l'arrivée de la foule. La production l'a fucké un peu parce qu'il est arrivé, on l'a comme pas vu arriver, il a mangé un coup de chaise, puis on a comme weird ce bout-là. Là. Ouais, ce côté. En tout cas, je sais pas si c'est une question de timing ou il était peut-être pas à bonne place au bon moment pour la caméra, mais bon, il arrivait avec tout son habit du Shield, hein, parce que là, maintenant, Rollins on nous habitue à des grands. Du style dans son arrivée. Mais là, le revoir juste en noir avec une genre de veste par balle, ça faisait. Avec les cheveux teints du blond aussi, là, le beau callback à tout. Là, Ah ouais, et puis là, arrive, vient donner des coups de chair, mais finalement, non, se fait détruire. Lui aussi. Et je te dirais, il n'y a pas eu beaucoup d'impact. Le shield de Cody s'est fait rapidement péter par tout le monde, puis par The Rock, entre autres. Ben, en fait, oui, il va y avoir une impact capital à la fin du match. Ouais. Pour distraire, si on veut. Pour le moment. Non, j'ai une plus grosse théorie que juste distraire. On s'en parlera rendu là. Mais là, c'est Rock, là, que tu vois, qui est en train de comme. C'est moi qui contrôle ça ici. On va se rendre au bout. Il n'y a plus personne en arrière là-bas qui peut intervenir. Il se passera plus rien. Et comme n'importe quel humoriste qui a 3 shows dans le corps, qui entend le bruit qu'il ne veut pas entendre, c'est un gong qui se fait entendre. C'est niche comme référence, je suis désolé, les gens qui ne comprennent pas. Là. Mais c'est le gong de l'Undertaker. Les lumières se ferment et les lumières se rallument. Qui est là, derrière la roche? Undertaker. Gros pop. Ouais, Undertaker. Gros pop. Et là, on sent qu'on n'est pas... tu sais, je pense que le plan initial était peut-être Stone Cold. On n'a pas réussi à l'avoir. J'aurais mieux aimé Stone Cold. C'était une meilleure... ça fitait mieux au niveau logique face à The Rock. Bon, c'est quand même un bon plan B, Undertaker. C'est juste que tu comprends pas trop pourquoi il vient des Cody. Pourquoi c'est lui qui est là, du côté de Cody. Mais bon, c'est quand même un gros pop. Là, t'es dans le member berry. Là, t'es comme, let's go, la nostalgie à fond. On fait tout, c'est le plus gros. C'est X large, tout le monde est là, du gros star power. À ce moment-là, on attendait quand même tout le bruit de la vitre qui pète. On l'attendait, puis c'est jamais arrivé. Elle est pas arrivée. Et là, t'as un chokeslam de Taker qui sur The Rock et qui tue The Rock, littéralement. The Rock ne se relève plus jamais de ce chokeslam-là. Disparaît même lorsque les lumières ferment et se rallument. Taker n'est plus là et a amené The Rock avec lui dans l'enfer, je pense. Parmi un de ses pouvoirs. Et là, t'as Rollins qui revient un peu à la vie. Et là, avec une chaise, il se la fait enlever. Reign met toute la force du monde dans ce coup de chaise-là dans le dos qui nous rappelle l'histoire de The Shield, de la séparation de ce trio mémorable. C'était l'inverse à l'époque, c'était Seth Rollins qui avait donné ce coup de chaise-là à Roman Reigns. Cette fois-ci, Reigns se venge, donne le coup de chaise dans le dos de Rollins. Et là, qu'est-ce que tu as vu, toi, à ce moment-là? Moi, là-dedans, ce que j'ai vu, c'est un changement potentiel de personnage pour Roman. On va tranquillement le transformer en quelqu'un d'un peu plus... avec plus de nuances, j'ai l'impression. Une sensibilité qu'on voit peut-être pas de la part du Tribal Chief, là, vu qu'il n'est plus le champion. Il reste peut-être head of the table, mais je pense qu'on va sentir... quelque chose qui l'a brisé à ce moment-là. La brisure qu'il a eue il y a, je sais pas, 7-8 ans, quand il s'est fait trahir par Seth, il va revivre un peu ça parce que c'est lui qui était de l'autre côté, c'est lui qui a donné le coup de chaise, mais c'est le même mouvement qui l'a brisé il y a 8 ans. C'est ça qui l'a fait perdre le titre et qui le brise aussi à ce moment-là. Le même mouvement, avec le même sentiment, mais d'être de l'autre bord. Fait que je sais pas si ça va devenir... Si c'est vraiment je pense pas que c'est un face turn nécessairement, mais je pense qu'on va aller chercher une profondeur différente, on va aller chercher plus de couches que juste le gars froid, tête de mafia, mais j'aime, à cause de ça. Mais j'aime ça ta théorie, puis même je pense que je peux même ajouter quelque chose à ça, qui est la dernière fois, enfin la première fois que Reigns a trahi quelqu'un, ça y a également coûté très cher, et c'était lorsqu'il a trahi Sami Zayn à Royal Rumble 2023 avec un même coup de chaise semblable. Ah, j'aime ça. En fait, il a reçu un coup de chaise semblable par... Jay.
Ben, non, par Sami. Par Sami, oui, c'est par Par Sami, Sami, cette fois-là. et Quand qui, là, il voulait frapper Kevin qui était exact. attaché, Il demandait à Sami de Mhm. péter Kevin Owens. Sami, finalement, décide de donner le coup de C'est chaise vrai. dans le dos. Le même genre d'histoire. Fait qu'on sent que le coup de chaise dans le dos, ça vient discuter 3 moments importants de sa Important pour carrière. lui. Ouais. Fait que la première, la fin du Shield. La deuxième, ça a été le début de la fissure dans le Bloodline. Mhm. Donc, Jay et Sami ont commencé à s'éloigner tranquillement. Pas, ben, Sami assurément, mais Jay par la suite Aussi, ouais. s'est mis à partir. Et là, la troisième fois, là, c'est lui qui est aux commandes de ce coup de chaise-là. Mais ça y coûte quand même cher. Donc, oui, je pense que ça risque d'être quelque chose qu'on va revoir souvent dans l'histoire de Roman Reigns, le coup de chaise. Mhm. Mhm. Et ben, c'est ça. À la suite de ce coup de chaise-là, il est déconcentré. Cody a repris ses esprits. Enchaîne avec la fin. 3, Crossroad. 1, 2, 3. Fait le pin. On y croit dessus, on y croit pas. 1, 2, 3. Et Ding, Cody ding, ding. finit enfin son histoire. The Qui a end. commencé avec son papa. Ouais. Et qui se termine avec lui 40 ans plus tard. On n'a pas eu de Dusty Finish. On n'a pas eu Non, rien ça, de j'avais cela. pas dit, comme t'avais prédit, pas de Dusty Finish. Pas de Dusty Finish. Une longue, Content. une fin, une célébration de fin, un peu à la. Je sais pas si tu regardes du sport sur le Super Bowl ou la Coupe cette année lorsque c'est Ouais. gagné. Le On tour avait de comme piste, puis les amis. Hey, puis, un long long. moment après le match où Très touchant. on voit Cody aller dire merci à plein de monde. Papa demande, Paul qui revient, puis Ben ça- oui, Bruce ça- Pritchard, Michael Cole, Ouais. tout le monde qui m'ont aidé, Triple H même. Tu sais, c'était comme. Ça aurait pu être plate, mais je l'écoutais, puis j'étais comme. Ouais. Ah non, Ah non. j'aimais ça. Ouais. Tu sais, genre, je trouvais pas que ça faisait long. J'aimais on a voir tout planté ça. des petites graines pour le futur aussi. Quand il a été serré la main de Seth Rollins à la fin, Seth Rollins qui dit tu m'en dois une. Ouais. Fait que tu sais, on continue à travailler. C'est des workers, ils continuent toujours à travailler. Fait que j'ai bien aimé ça. Puis un John Cena qui est là aussi, qui jase avec tout le Ouais. monde. Sami Zayn qui contrôle le trafic puis qui jase avec tout le monde. Ouais. Non, j'ai Ben, vraiment tous les aimé ça. faces qui arrivent, là, tu sais. Ouais. On avait. Tu sais, dans le fond, il y a peut-être juste LA Knight dans les faces qui étaient là, que j'étais comme. Yeah. Ça me n'y a pas rapport avec Cody. Genre, Ouais. Jay, oui. Sammy, oui. Kevin, à la limite, un peu. Ouais. Randy, à cause que c'était comme son mentor. Ouais. Mais là, après, j'étais comme. Je sais pas pourquoi LA Knight il est là, mais il était là. C'est On, bon. on veut clairement le construire comme un des gentils. Là. Ils sont j'ai peut-être eu une petite feud à la NWA dans le temps, bref, peut-être. Ah, peut-être. Fait que bref, c'est ça. Cody qui gagne, les feux d'artifice à l'infini. Il est très content. Ouais. Et c'est ce qui termine WrestleMania. Et on s'est couché heureux, enfin. Ouais. Contrairement à l'an dernier où on s'est couché triste. Ah, moi Et, j'étais heureux l'année passée, là. Moi, j'étais Ah ouais, toi t'étais heureux. Ah. Parfait. Moi, là, si Roman avait gagné cette année, là, c'est que j'aurais aimé ça. Moi, là, Ah, t'aurais été heureux. des événements qui mettent une population de gens en tabarnak, là, j'aime ça, là, ça me fait... T'aimes pour ça que j'aime quand la les lutte, gens plein des- deviennent amers comme que t'es amer. Devenez pas moi. Soyez restés heureux, s'il vous plaît, la gang. Ah, et ça nous amène au lendemain. On va quand même faire un petit retour sur Ouais. le Raw après Mania, vu que ça fait un peu partie. Moi, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur Raw après Mania. Ça fait quelques années que je trouve que le Raw après Mania est un petit peu décevant. Un tantinet décevant. Là, j'aurais aimé ça. Hein. Là, on a eu les deux seules apparitions qu'on a eues, c'est les deux champions NXT. Ouais. Que j'adore. Eli Dragunov qui Ah oui, a c'était fait super un bien. match contre Shinsuke Nakamura. C'est ça qui a ouvert. C'est ça qui était pas qui a ouvert, mais c'était le premier match après deux longues promos. Un beau petit match avec Shinsuke où on monte tout l'arsenal d'un Eli Dragunov et il s'est passé la même chose avec Roxanne Perez qui est venue se battre contre Indy Hartwell. Aussi, le même principe. On présente qui sont les champions NXT. Sûrement deux jeunes qui, dans le prochain 3 mois, 6 mois vont. Vont on probablement a monter. annoncé aussi qu'il allait avoir un draft dans le prochain mois. Ouais. Le draft qui devrait toujours arriver à peu près à ce moment-ci. On s'entend faire un draft en octobre. Ça n'a aucun calice de sens. Ouais. Donc, merci. Paul Levesque de remettre le draft à la bonne place puis que ça fasse du sens, tabarnak. Ouais. Fait que sinon, non, je suis d'accord avec toi, mais j'aurais aimé ça voir un MJF Hey, qui arrive. de la surprise, c'est ça, de la grosse surprise. Il manquait de grosses surprises ou de gros retours. Tu sais, mettons, Sheamus, on l'annonce, mais d'une vignette. Dans un Il aurait vidéo, pu être ouais, là c'est ça. live. Ben, Ça aurait je pense que été plus oui. fun. Ben, Bref, on dirait qu'il manquait de petites. De genre de magie qui a
qu'il y avait il y a peut-être 5-6 ans Ouais, au Raw Mania. c'est quoi, ma théorie, c'est que on drop de plus en plus de F-bombs là. On est en train tranquillement de préparer notre sortie et de s'en aller vers Netflix. On est en train de faire une certaine transition, j'ai l'impression. Puis on va peut-être attendre d'avoir des grosses surprises pour janvier 2025 pour Netflix. Des grosses surprises. Si on s'entend, là, il reste 8 mois. Là, il va se passer d'autres choses entre ceci et cela. Mais j'ai l'impression que tranquillement, on prépare notre sortie. On est en train d'habituer l'audience à avoir quelque chose d'un peu plus adulte comme le produit qu'on va nous présenter sur Netflix. J'ai l'impression. On va voir, mais sinon, non, l'entrée, le début, avec Cody qui est annoncé, tout ça, c'était quand même cute avec Samantha Irwin. C'est ça, exactement. Qui présente Cody. Paul Lévesque qui est encore là, qui débute le premier Raw après Mania aussi, comme il l'a fait avec les Stéphanie puis lui la veille. Le bout avec The Rock qui vient interrompre, clairement, ça l'installe une future rivalité entre les deux. Rock, on le verra pas pour un mois ou deux. Il va aller travailler. Peut-être même plus que ça, là, d'après moi. Jusqu'à Survivor Series, d'après toi? Ou... Ben, va peut-être pouvoir revenir à SummerSlam, mais d'après moi, il y en a au moins pour 3-4 mois de tournage. Et peut-être même plus tard. Va revenir plus tard pour le Road à Mania. Mais bon, on le prendra quand il viendra. Mais le bout entre les deux... que clairement, on installait plein de choses. Ben oui, il dit... mais il y a plein de choses que je comprenais pas. On a même eu un This is awkward à un moment donné. Parce ils ont échangé les ceintures, là. Ouais, mais avoue que c'était weird. C'était effectivement awkward parce que je comprenais pas... Oui, si tu touches à la mienne, comme... What the fuck? Non, mais je comprenais pas les intentions des personnages. Ouais. Ben, surtout du personnage de The Rock. Je le trouvais flou dans ses intentions de « je veux toucher la ceinture, fin... » Puis, ça a l'air comme si... Je sais pas si c'était une manière de faire... Voici ce que ça aurait dû être, le Raw après Mania. Mais à cause de toi, tout a déraillé, puis c'est toi qui as la ceinture. Mais il me semble que ça file plus le fun quand c'est moi qui l'ai. Ou ça l'installe quelque chose quand il va revenir. Mais je comprenais pas comment qu'on construisait le personnage de The Rock. Je l'ai pas compris. Pas non plus. Dans ce segment-là. Fait que si jamais vous avez plus d'infos, vous avez analysé ça différemment, dites-nous-le en commentaire. Parce que je serais vraiment curieux de savoir qu'est-ce qu'il voulait faire. Quand il donne le truc à Cody, hey, tu sais c'est quoi? Tu m'as déjà brisé le cœur en donnant un truc. On sait pas c'est quoi. Clairement, tout ça va être utilisé là, quand ils vont revenir. Mais je ne comprenais pas ce qu'on m'installait devant moi. Mm-hmm. Fait que là, c'est bizarre quand t'es là live et tu comprends. On te donne pas assez de clés pour comprendre. Fait que j'ai l'impression qu'on était peut-être été un peu trop subtil dans ce qu'on faisait. Il veut d'avoir un bon payoff, là. Ben c'est ça, ce qui fait que... Non, mais le payoff de la soirée était pas bon pour ça. Parce que le segment termine, puis on sait juste qu'ils vont se pogner contre, mais toute l'histoire, elle nous a été présentée, mais on nous a pas donné les clés pour la comprendre. Mm-hmm. Qu'on va peut-être, dans 8 mois, 9 mois, faire c'était du génie, ce truc-là. Mm-hmm. Et là, dans l'immédiat, moi, je suis sorti un peu de... Je trouvais ça bizarre et mal construit, puis j'ai pas beaucoup compris ce qui se passait. Et clairement, la foule non plus, parce que quand t'entends le chant This is awkward, c'est un moment, c'est parce que ça va pas bien. Absolument. En ce moment. Ensuite, il y a eu Dragunov contre Shinsuke, il y a eu Perez contre Indy Hartwell, et il y a eu un moment que j'ai adoré parce que j'étais un gros fan. Il y a eu une célébration de Judgment Day avec les deux champions du monde, féminin champion du monde, masculin, donc Damien Priest et Rhea Ripley, et toute l'équipe du Judgment Day qui sont là sur le ring, puis qui lèvent les ceintures, puis youpi. Puis au moment où ils lèvent les ceintures, le Damien et Rhea, entre les deux, vient s'insérer R-Truth avec sa ceinture par équipe, tabarnak que j'ai ri fort. Oui, c'était drôle. Qu'est-ce que c'est bon. Ah, c'est bon, puis comme, ok, c'est pas clair, puis comme moi je pensais qu'on célébrait les ceintures du Judgment Day. J'ai ramené la ceinture par équipe dans le Judgment Day. C'est parfait, là, finalement, il propose un match six-man tag team, donc Judgment Day contre les champions de Rock qui sont Awesome Truth, et l'homme qu'on ne voit pas, puis là, Miz est comme... T'es-tu sûr que tu parles pas de Little Jimmy, tu parles pas de ton personnage, ton ami imaginaire? Puis on savait tous que ça allait être Cena. On savait qu'il était pas loin. On a tout embarqué dans le jeu. Le match a commencé. Puis au moment où Cena devait être là,
Ben, on a entendu la tune de Cena, puis ta blonde et ton futur enfant ont fait un K-pop. Même si, je sais pas s'il était là à ce moment-là, mais j'ai l'impression qu'ils vont faire des K-pop à chaque fois que la tune de Cena va partir. Ouais. Puis, c'était le fun. C'était super le fun. Il y a eu un 50 Knuckle Shuffle qui s'est fait faire. 3 AA en synchro. Mm-hmm. Ouais, c'était très bonbon. Je pense que l'impact aurait peut-être été un peu plus fort si on l'avait pas vu déjà la veille. Ouais. Mais bon, c'est correct aussi. Ouais. Je pense que c'était correct qu'il soit là. Puis Cena est toujours. Ben d'accord. En tout cas, moi, personnellement, je suis toujours content de revoir Cena. Ouais, il est toujours très over. Puis, ça et de finalement, monsieur, lui va très bien. Ouais, monsieur qui calme et qui le sait pas. Il l'assume. Et ensuite, on a eu le main event qui était pour le titre d'aspirant numéro 1 au World Heavyweight qui appartient à Damien Priest. Beau match. Et un bon petit match quand même. Moi, j'ai aimé particulièrement les séquences à 4 où les 4 s'enchaînaient pour faire des mouvements de finisher ou de transition, mais que les 4 étaient impliqués. C'est le genre d'enchaînement qu'on voit dans des matchs de pay-per-view, des matchs importants d'un vrai Fatal 4-Way. Puis j'ai trouvé les 4 gars bons d'en faire dans un match de Raw après un gros week-end de Mania où tout le monde avait des matchs. Là. On s'entend, Drew avait son match. Bronson n'en avait pas. Il avait eu un genre de André le Géant. Ricochet n'en avait pas vraiment eu non plus. Et c'est qui le quatrième dans ce match-là? C'était un petit blanc. Mais bref, les 4 gars ont très bien travaillé à ce moment-là. C'était Jey Uso qui a gagné, évidemment. Ah oui, mais oui, c'est Monaco. Il est le gagnant. Fait que c'est ça, c'est ça. Il aurait pu juste nous faire un petit classique, mais finalement, il y avait des enchaînements pratiqués. Ouais. Puis c'était bon. Donc, ce que j'ai retenu de ce match-là, c'est Bronson Reed qui est sur la table des commentateurs espagnols, puis Ricochet qui regarde, puis comme... Bon, il faut que je saute de la troisième corde sur la table, qui regarde sa blonde, qui est Samantha Irvin, qui fait comme I'm sorry, puis qui saute, puis ça me fait beaucoup rire. Je vais le faire, si tu veux, je suis désolé. Fait que bravo Ricochet. Pour ça qu'il a mangé un coup de table dans le ventre, le pauvre petit gars, ça lui fait mal. Ouais, et Yeet a gagné. Jey Uso a gagné et devient aspirant numéro 1 à Damien Priest. Est-ce que Priest sera seulement un champion de transition? À voir. Je trouve qu'on lui donne un gros premier affrontement avec quelqu'un qui est over, quelqu'un qu'on aimerait qu'il gagne. J'espère que c'est pas un coup d'épée dans l'eau de la part de Jey, encore une fois, qui est si proche d'avoir une ceinture, mais qui va encore faire pouette-pouette. Moi, j'espère que non, parce que ça diminue beaucoup son personnage de fois en fois. Mais en même temps, t'enlèves-tu la ceinture tout de suite à Damien Priest en te disant ton cash-in à Mania? Damien Priest, j'aime beaucoup ce qu'il fait depuis 1 an, mais Priest, à mon avis, est un excellent top mid-card. Voilà, c'est dit. Fait que toi, tu y enlèverais puis tu donnerais ça sur les épaules du Yeet Master. Oui, à moins qu'il est capable de me prouver. Je ne vais pas dire de nous prouver, non, c'est moi, c'est mon opinion. À moins qu'il est capable de nous prouver qu'il peut avoir un bon règne, qu'il est capable d'avoir des bons matchs, qu'il est capable d'élever cette ceinture-là ou de s'élever lui au niveau de la ceinture. J'ai l'impression que ça pourrait être ça. Peut-être qu'il va être capable de le faire. Je dis ça, c'est mon impression que j'ai avec cet homme-là depuis un petit bout. Mais force est d'admettre qu'il nous sort quand même de très bons matchs puis que l'évolution de son personnage est super, super bonne et intéressante. C'est reste que j'ai de la misère à m'enlever de la tête que pour moi, Damien Priest, c'est un top mid. Reste à voir, mais oui, ça m'étonnerait pas, ça me dérangerait pas avoir un Jey qui lui enlève la semaine prochaine, la semaine d'après. Ouais, mais surtout... ils peuvent les tirer sur un mois, cette feud-là, avant d'avoir le match. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est pour Backlash, le match. Donc, c'est au prochain pay-per-view. Et, clairement, du côté de Cody, d'après moi, ça risque d'être un peu plus stable comme champion. Donc, moi, je n'haïrais pas ça qu'on brouille un peu les cartes parce que là, on y était beaucoup dans du long règne. Et Triple H, à un moment, lui, quand il était lutteur, c'était un fan de court règne. Ouais. Lorsque a débuté, si on veut, la révolution féminine, a un peu installé cette dynamique-là de plusieurs courts règnes qui duraient des fois une semaine. Bang, Charlotte, là, ça s'échangeait souvent la ceinture pour faire monter le nombre de ceintures, si on veut. Donc, peut-être qu'on aura, au courant de la prochaine année, que Rollins va être celui qui a gardé la ceinture le plus longtemps. Parce que
parce qu'on va donner la ceinture à plusieurs personnes différentes au courant de l'année qui le méritent aussi. Ben Ils n'ont oui, pas oui, encore eu de absolument. règne. Fait qu'un Jey Uso, un beau, Priest. Fait que, tu sais, on a eu Drew et tout, qui a eu la ceinture pas longtemps. Fait que, tu sais, on est déjà sur 2 règnes. Tu sais, mettons qu'on y enlèverait, ça serait déjà 3 règnes relativement 3 courts. champions en dedans d'un mois. Là, Exact. Fait que, à voir si on va y aller vers ça, parce que j'ai l'impression que du côté de Cody, ça risque d'être plus long terme, ses plans pour lui. Puis donc, c'est peut-être la workhorse, la ceinture avec le lutteur qui la protège aux 2 semaines ou aux semaines, peu importe, c'est peut-être Cody, c'est peut-être que ça va changer, puis c'est la universelle qui va devenir un peu la workhorse, puis on va l'avoir pu travailler souvent plus défendu que l'autre. Parce qu'on a eu des longs règnes de beaucoup de gens, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de lutteurs qui n'ont pas eu la chance de toucher à la ceinture, qui auraient peut-être dû un peu plus. Fait que là, c'est ça, et la ligne est longue, on va peut-être commencer à donner la chance à quelques personnes d'y toucher à cette ceinture. À voir, mais moi je suis quand même surpris qu'on commence avec Jay comme contender, si on veut, à Priest. Je me serais attendu peut-être un ricochet, faire ok, on va laisser Priest s'installer comme même champion. un Bronson Reed aussi, ça aurait été un peu ça. Mais Bronson Reed qu'on essaye de bâtir quand même. Fait que je sais pas à quel point il est rendu là à toucher peut-être au titre, mais ouais. Ça reste à voir. Sinon, dites-nous, vous, comment ça s'est passé, vous, votre Mania, comment ça s'est passé, votre Raw après Mania, tout ce qu'on a parlé, tout ce qu'on a discuté, votre match préféré, le match que vous avez peut-être le moins aimé, le match qui vous a surpris. Est-ce que vous, LA Knight et AJ Styles, le contestant de savoir qui va garder ses lettres, c'est nous autres qui avons inventé ça, c'était pas une vraie stipulation. Est-ce que ça vous a surpris comme match? Est-ce que le match de Bayley, vous avez préféré au match de Becky contre Rhea? Dites-nous ça tout dans les commentaires en dessous de la vidéo si vous êtes sur YouTube. Ça va nous faire plaisir de vous lire, essayer de vous répondre. Si jamais vous nous écoutez à l'audio, venez nous voir sur Facebook, venez nous voir sur Instagram aussi. On vous lit, on essaie de vous répondre toujours. Ça nous fait plaisir de vous lire. Et merci de nous suivre. Finalement, notre Road to 1000 s'est transformé en Road to 2000, qui s'est transformé en Road to 5000. Finalement, on est très content de vous dire qu'on est rendu à 3850, je crois, abonnements maintenant sur YouTube. Fait que merci de nous suivre en grand nombre. Vous êtes un immense merci d'avoir embarqué dans le projet. Continuez, n'hésitez pas, nous on poursuit ça. Et vous pouvez continuer d'en parler à vos amis, hein, même si là le momentum est peut-être un peu moins là qu'on est après Mania. Quoique, on s'en va en France, hein. Ce qui fait qu'on va peut-être ramasser quelques amis dans le prochain mois qui vont décider de commencer à écouter la lutte parce que ça apparaît en France, à Lyon. Donc le catch. Fait que si je disais des fans de catch, n'hésitez pas non plus à commencer à nous suivre. Surtout avec notre nom sommelier. D'après moi, l'algorithme va faire que sommelier, lutte et France catch. On devrait peut-être changer ça pour sommelier du catch pour le prochain mois. D'après moi, ça serait bon pareil. On ramasserait peut-être quelques personnes de plus. Mais bref, n'hésitez pas à en parler. Si vous êtes de l'autre côté du continent et vous nous écoutez, parlez-en à vos amis, ça nous aide. Vous êtes quelques-uns, là, on le sait. Qui est de l'autre côté. On les voit les stats, on les voit. On les voit, fait que merci d'être là également et de nous comprendre, avec même si on a un peu d'anglicisme, vu qu'on est au Québec. Je pense que vous êtes quand même capable de comprendre. On parle comme des trolls, on n'est pas capable de comprendre. Pas super. Vu qu'on est à Montréal, on est quand même un français un peu international. Ouais. Mais bref, là, en même temps, je dis ça, sûrement il y a du monde qui doivent rire que j'ai dit ça. On a un français international. On parle peu un cul de pull, tu vois. Mais bref, merci beaucoup. Dites-nous vous ce que vous avez aimé de ce WrestleMania-là. Et on se revoit nous pour le prochain épisode, l'épisode 39. On va faire un long retour sur tout ce qui s'est passé du 27 mars au 13 avril. On a un peu d'amour à l'All Elite. L'All Elite, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Fait qu'on va y revenir. Et on a déjà couvert un peu le SmackDown et les Raw autour de Mania. Fait qu'on y reviendra pas, à part sur le site qui vont suivre d'ici notre prochain enregistrement. Puis on va parler beaucoup plus de All Elite dans les prochaines semaines parce qu'on s'en va tranquillement vers le pay-per-view qui s'appelle le Dynasty, un nouveau pay-per-view avec le match sûrement qui va peut-être être un potentiel match de l'année entre Bryan Danielson contre Will Ospreay, donc très excitant, tout ça. Ouais. Vraiment. Et c'était Max Perriard ainsi que Pierre Castonguay pour les sommeliers de la lutte. Gros merci tout le monde. Bon road to WrestleMania pour la prochaine. Bye bye. Ciao. Bye.